Nous allons donc commencer cette rencontre sur le corps comme source de produits. Je vais vous présenter nos invités. Avant de présenter nos invités, je voudrais seulement rappeler que, au fond, finalement, quand on parle du corps, rien ne se jette, tout se recycle, y compris ce qui vient des blocs opératoires. Le problème, c'est que la question du consentement n'est pas toujours posée, et ce sera une des grandes questions que nous aborderons au cours de cette rencontre. La question, bien sûr, de la recherche à partir de ces produits que le corps produit. Et puis, nous aborderons évidemment la question, outre le consentement, je dirais, de ce qui règle le consentement, et aussi cette question de l'anonymat qui est souvent une question illusoire. C'est-à-dire, il y a souvent un anonymat illusoire. Mais je vais d'abord vous présenter donc nos invités. Tout au bout à gauche, Nicolas Forez, qui est biologiste, chercheur à l'Institut de recherche de thérapie cellulaire, et il cherche à partir du sang du cordon. On reviendra sur la question du sang du cordon parce que quand on parle du corps comme source de produits, le cordon, évidemment, est un endroit privilégié. À côté de Nicolas Forez, Laurence Dvov. Laurence Dvov est secrétaire du comité bioéthique du Conseil de l'Europe. Elle est docteure en biologie moléculaire et elle a une très parfaite connaissance de la Convention d'Oviedo qui, à l'échelle internationale, règle ces problèmes. Et on va être amené à vous parler surtout de deux articles de cette Convention d'Oviedo qui règlent les problèmes de ces bouts de corps, qui sont les articles 21 et 22. Mais on reviendra sur ces articles tout à l'heure. À côté de Laurence Dvov, Amélie Favreau, décidément, Amélie Favreau, qui est maître de conférence spécialiste de l'appropriation du corps par l'activité artistique. Ensuite, à côté d'elle et à côté de moi, Aurélie Morisseau, qui est docteur en droit et qui est spécialiste du corps humain. À ma droite, Xavier Auray, qui est aussi juriste. Vous allez voir qu'on a une pléthore de juristes. Juriste, spécialiste du corps, éléments et produits du corps, et qui a travaillé sur, au fond, le droit des éléments du corps. À côté de lui, Sophie Dumas-Lavnac. Sophie Dumas-Lavnac est docteur en droit. Elle est spécialiste aussi du droit et des produits dérivés du corps. À côté d'elle, Catherine Rongière, qui est praticien hospitalier en gynécologie obstétrique et qui donc est médecin. Ensuite, enfin, Michel Denneken. Michel Denneken est théologien. Il est vice-président de l'Université de Strasbourg. Et en tant que théologien, il nous aidera aussi à réfléchir sur d'autres aspects du problème qu'on touche. Alors, je voudrais commencer par dire que tout peut se récupérer dans le corps et sur le corps. Des cheveux, des cornets, en passant par un certain nombre d'organes, évidemment, la peau, le sang. La différence entre ces marchés et l'échange des marchandises, c'est qu'on fait face à de l'humain. Et comme on fait face à de l'humain, le vivant confère une certaine dignité à la matière. Et on va revenir sur cette question de la dignité de la matière. Dignité veut dire qu'au fond, ces matières ne sont pas substituables, théoriquement non échangeables, théoriquement non marchandables. Et que faire, au fond, pour maintenir cette dignité lorsque des produits humains sont sur le marché des matériaux? Voilà une des questions que nous allons aborder ici. La première question que je voudrais essayer de cerner, c'est soyons plus précis du point de vue des matières en question. C'est-à-dire quelles sont les matières en question issues du corps. J'ai cité tout à l'heure le cordon, et j'ai envie de commencer peut-être par vous, Nicolas Forez. Je sais que vous êtes spécialiste du cordon, mais il n'y a pas que le cordon dans les produits du corps. Peut-être vous pouvez nous dire quels sont les autres produits du corps. Alors par exemple le sang, les tissus, les cellules souches bien sûr, et tout ça contribue à faire ce qu'on appelle des biobanques. Alors il faut que vous expliquiez ce que c'est que des biobanques et comment tous ces produits sont utilisés théoriquement et puis surtout dans la pratique, parce que c'est ça qui va être compliqué. Très bien, je vous remercie. Donc effectivement, je travaille sur le cordon ombilical, mais pas que, donc je peux parler aussi d'autres choses. Je m'occupe d'un programme de recherche qui vise à développer des modèles en thérapie cellulaire qui peuvent être utilisés de plusieurs façons. La thérapie cellulaire ou la médecine régénératrice, en bon français,
est un nouveau concept en médecine qui vise, enfin pas si nouveau que ça d'ailleurs, qui vise en fait à réparer un organe ou un tissu endommagé par la maladie, des accidents de la vie et parfois par des traitements, par exemple des chimiothérapies, des radiothérapies. Et la base de tout ça, c'est d'utiliser la cellule, le tissu, pour lui rendre sa fonction originelle après un trauma, quel qu'il soit. Donc pour cela, on peut utiliser tout un tas de cellules, des cellules souches issues du cordon ombilical par exemple, mais également de la moelle osseuse. Une des premières thérapies cellulaires qu'on connaît assez bien, c'est ce qu'on appelle communément la greffe de moelle osseuse. De quoi s'agit-il? En fait, de redémarrer la production sanguine et immunitaire du corps en donnant à un patient soit sa propre moelle osseuse, soit la moelle osseuse d'un donneur de sa famille ou un donneur non apparenté anonyme. Et on doit redémarrer cette production de cellules. Donc pour développer ces innovations thérapeutiques, on a besoin de créer des modèles cellulaires. Et le centre de recherche que je co-anime a pour objectif de développer de nouveaux modèles, par exemple de neurones, de tissus osseux, de cartilage, à partir de cellules qu'on appelle des cellules souches, qui sont un peu des cellules ancestrales, enfin en tout cas immatures dans le corps, qu'on peut ensuite programmer d'une certaine façon en laboratoire pour donner un tissu qui nous fournit un modèle. Ces modèles, on peut les développer donc à partir du cordon ombilical, on en a parlé, donc comment ça se passe dans une maternité, après un consentement au moins de la maman, si possible du papa, de demander la permission de collecter pour un usage scientifique du sang de cordon ombilical, ou le cordon, le tube, pour ensuite faire de la recherche scientifique sur ces cellules. C'est à distinguer d'un autre type de consentement qui est de collecter. On reviendra sur le consentement tout à l'heure, hein, mais restons pour l'instant au produit. Ça peut être utilisé pour une autre finalité qu'on ne va pas aborder aujourd'hui, qui a été abordée un petit peu hier, qui est une application clinique, c'est-à-dire utilisée pour une thérapie, donc simplement pour la recherche scientifique. Ça peut également être fait, comme l'a dit M. Spire, sur d'autres tissus ou cellules, par exemple du sang, des fonds de tubes de laboratoire, où il est possible d'utiliser. Et là, justement, la question du consentement se pose complètement. On pourra en parler avec les juristes ici. On peut également utiliser de la moelle osseuse, des graisses issues d'interventions chirurgicales, et également, il faut mettre en place des consentements pour le faire. Le problème pour un chercheur, c'est aussi de prévoir sur le long terme quelle va être l'utilisation finale de ce produit. C'est-à-dire on a toujours une idée pour une thématique bien précise à un moment donné. La cellule est conservée, c'est-à-dire congelée dans une biobanque. Elle peut être décongelée ultérieurement ou doit être détruite. Si elle n'est pas détruite et qu'elle est congelée, elle peut être utilisée pour une autre thématique scientifique ultérieurement. Donc comment harmoniser tout cela et lui donner aussi un cadre éthique et juridique? Alors moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment vous travaillez avec quelqu'un comme Catherine Rongière, puisque vous êtes gynécologue obstétricienne, et donc comment est-ce que vous récupérez les cellules? Comment est-ce que vous, au moment de l'accouchement, qu'est-ce que vous récupérez? De quelle façon? Et est-ce que vous êtes amené à traiter avec les biologistes qui travaillent sur les biobanques, et dans quelles circonstances? Moi, je ne vais pas vous prêter le mien. Parce que... Voilà. Alors, il faut savoir d'abord que les patientes sont extrêmement volontaires pour donner leur sang de cordon. Il est vrai que finalement, les placentas sont jetés, donc ça n'enlève rien à personne. Et donc, non seulement elles sont très volontaires, mais même si on ne leur en parle pas à temps, elles viennent vous voir en disant et alors, est-ce que je peux aussi donner du sang de cordon? Donc c'est une participation, je ne dirais pas à 100%, mais quasiment. Les patientes arrivent avec leur consentement le jour de l'accouchement et en fait, que ce soit... On leur a demandé avant? On leur a demandé, elles ont lu, elles ont toute une information assez claire. Elles signent donc le consentement qu'elles ramènent. Et, vous demandez systématiquement à toutes les patientes? À toutes les patientes. S'il y a des contre-indications, quelques contre-indications médicales, de médicaments qui sont pris en cours de grossesse, qui peuvent éliminer certaines patientes, mais c'est assez peu. Et le jour de l'accouchement, que ce soit par voie basse ou par césarienne, on installe en fait une poche qui nous permet de récupérer le maximum de sang. Après, il doit y avoir des critères de quantité, de quantification. Donc, toutes les poches ne sont pas recevables au final, mais elles sont extrêmement volontaires pour le faire. C'est extrêmement simple. Parfois, dans l'urgence, effectivement, on n'a pas le temps de le faire. Et donc, il y a certaines patientes même qui sont déçues quand on n'a pas pu faire le prélèvement de sang de cordon. Qu'est-ce qui se passe concrètement entre le stade Catherine Rongière, c'est-à-dire le stade du médecin qui a demandé éventuellement aux patientes, on a vu que le consentement a été demandé avant l'accouchement, et puis le moment où ça va pénétrer les biobanques?
Comment ça va se passer? Alors très concrètement, donc effectivement ça a été très bien décrit, la poche est récupérée, conditionnée dans un kit de transport, et ensuite par un transporteur spécialisé, amené jusqu'à un laboratoire de recherche, où l'échantillon est d'abord évalué au vu d'une fiche qui est anonymisée, qui donne quelques éléments sur le groupe sanguin, par exemple, peut-être l'âge de la maman au moment de la naissance, le mois de gestation de l'accouchement, et ensuite une analyse de base qui permet de compter les cellules, de savoir un petit peu ce que l'échantillon contient. Cette analyse de base s'applique à peu près à tout type de prélèvement issu de blocs opératoires. On détermine comment l'échantillon peut être utilisé pour mener une recherche. Donc, dans ce qui me concerne, qui concerne notre équipe, nous, on a tendance à séparer les cellules pour en tirer ce qu'on appelle des progéniteurs, des cellules souches, qui sont des cellules, comme je l'ai dit tout à l'heure, immatures, qu'on peut ensuite soit démultiplier en leur redonnant des facteurs chimiques ou biologiques qui vont permettre cette démultiplication, et ensuite avoir des stratégies qu'on appelle de différenciation cellulaire, d'ingénierie tissulaire. Je dis souvent, c'est un peu entre la cuisine et le jardinage, mais c'est vraiment ça. On donne des ingrédients, une soupe de facteurs, souvent des protéines, qui permettent de donner des instructions aux cellules et de développer, par exemple, un modèle sanguin, un modèle de tissu nerveux ou un modèle osseux, qui nous permet de mener à bien notre recherche, soit dans une visée clinique, mais aussi pour accompagner parfois l'innovation pharmaceutique ou l'innovation en dermatocosmétique. L'intérêt d'avoir des cellules humaines, donc dérivées du corps humain, c'est de créer de meilleurs modèles in vitro qui vont permettre très tôt dans une chaîne d'innovation thérapeutique de prédire quelle piste est à privilégier comparé à une piste dont on se rendrait compte un peu trop tard en essai clinique, par exemple, qu'elle n'est pas à privilégier. Et ça, on comprend bien sur le développement d'un médicament. Le coût moyen de développement d'un médicament, un blockbuster, comme disent les Américains, donc un médicament qui a pignon sur rue, c'est autour du $1 milliard en termes de chaîne de développement. Et vous partez en gros de 1000 molécules, et à la fin, il doit en rester une qui soit efficace et qui ne soit pas toxique. Et l'intérêt des modèles précliniques issus du corps humain, c'est très tôt en amont de pouvoir prédire l'efficacité et aussi l'innocuité, la sécurité d'un médicament en chaîne de développement, ce qui parfois est difficile à faire, par exemple, sur les tests sur animaux, qui font partie de cette chaîne de développement et qui ont tendance à coûter très très cher, mais pas toujours prédire sur le long terme les effets secondaires d'un médicament. Alors, Nicolas Foras, j'ai encore une dernière question. Vous avez parlé de l'anonymat, en disant qu'on s'arrange pour que ces cellules deviennent anonymes. J'ai lu beaucoup de choses sur cette question, et beaucoup de gens doutent du processus d'anonymisation, et disent que, ça c'est ce que disent les recherches des biologistes comme vous, mais qu'en fait, c'est pas si précis que ça, l'anonymisation. Alors je voudrais savoir ce qu'il en est exactement. Alors on peut, comme je vous l'ai dit, notre institut, nous on travaille sur plusieurs types de cellules. On va rester sur l'exemple du cordon, parce que c'est un bon exemple qui est bien décrit ce matin. Comment ça se passe en fait? Donc après cette information, il y a un consentement qui est signé, et ce consentement est laissé au dossier médical de la patiente, sous surveillance du personnel de santé, mais en aucun cas les chercheurs ne savent de qui il s'agit et de qui était donneur en fait de cet échantillon. Après, il faut savoir ce qu'on décrit. Donc ça, c'est l'anonymat. S'il y avait un problème, une infection, etc., les patients dans le consentement peuvent opter pour en être informés. Je dis n'importe quoi, on reçoit un échantillon et on se rend compte que cet échantillon est très infecté avec une bactérie qui est problématique. Nous, on a possibilité de faire remonter l'information à un personnel de santé qui, lui, était bien au courant de... Ça repart chez Madame Rongière. Tout à fait, qui informera sa patiente qui avait un souci. Mais très honnêtement, moi, ça fait depuis 1996 que je fais ça, ça arrivait une fois. Donc ça s'est jamais produit, et j'ai travaillé sur, je pense, au-dessus de 3000 échantillons depuis 1996. Donc moi, personnellement, ça m'est arrivé une seule fois. Mais il y a cette possibilité, et il y a aussi la possibilité maintenant dans les consentements de ne pas vouloir cela. C'est-à-dire le donneur, en l'occurrence de cellules issues du sang placentaire ou du sang de cordon, peut dire « je souhaite être informé, je ne souhaite pas être informé ». Donc il y a aussi cette option-là. Après, l'anonymat, c'est une bonne question, c'est-à-dire que nous, on ne peut pas savoir qui c'est, mais c'est vrai qu'on peut faire des manipulations biologiques au niveau de la cellule, mais aussi des analyses génétiques ou génomiques qui potentiellement pourraient être retracées dans un scénario un petit peu de science-fiction. Donc ça dépend ce qu'on définit par anonymat au niveau de l'identité, ou l'identité génétique et génomique des échantillons, ça c'est un autre débat. Monsieur Denneken, je voudrais savoir qu'est-ce que pense le théologien de ces sous-produits du corps. On vient de parler de sous-produits. Avant qu'on arrive à la question du consentement, parce que c'est une question beaucoup plus complexe qu'elle n'en a l'air, je voudrais savoir ce que vous pensez de l'utilisation de ces sous-produits. Parce que, évidemment, il y a l'utilisation scientifique, régulée, dont vient de parler Nicolas Foras.
Mais il y a aussi une utilisation sauvage par les laboratoires, parfois, ou par des laboratoires qui sont privés, de ces déchets corporels. Et il y a des gens qui disent, bon, pour des déchets corporels, est-ce qu'on n'a peut-être pas besoin du consentement? Alors, je voudrais savoir ce que les théologiens que vous êtes pensent de ces déchets corporels. Quel est leur statut, à votre avis? La question ne peut pas être complètement scindée de la question plus fondamentale de qu'est-ce qu'un corps humain. Il est assez frappant de voir, par exemple, que les grandes traditions judéo-chrétiennes, là pour le coup, faisant appui sur la philosophie médiévale, un dualisme par exemple entre âme et corps, on aurait pu imaginer qu'avec ce dualisme, on privilégie évidemment l'âme, on méprisait le corps. On pourrait imaginer que les théologiens, les magistères, qu'ils soient protestants, catholiques ou juifs, disent que du coup, tout ce qui est organique, après tout, est jetable, utilisable, greffable, méprisable, puisque ça disparaît. Or, il n'en est rien. Il y a toujours eu un tabou sur l'organique aussi. Et dès les premiers récits les plus archaïques de la Bible, il y a clairement un certain nombre d'éléments qui sont connus. Le tabou, par exemple, par rapport au sang, qui était le sang répandu, qui était le sang noble, ça existait aussi chez les Grecs, versus le sang lunaire des femmes. Mais le sang était noble, c'était même un prix de rançon, on parle du prix du sang. Pour le sperme, c'est un peu différent, parce qu'on a souvent beaucoup moralisé l'affaire. Le récit d'Onan, c'est pas tellement la question de l'acte répréhensible, plus que de cette cellule qui contient la vie, avec l'idée que ces peuples exposés à la mort fréquente de l'enfant considéraient comme un gâchis innommable le fait de ne pas utiliser tous les principes vitaux qui sont à leur disposition. Aujourd'hui, les églises chrétiennes, et je pense que la plupart des instances juives sont sur une position assez simple, c'est que tout ce qui relève du don d'organes, quelle que soit la forme, le don du sang et d'autres éléments, font partie d'une générosité de l'être humain par rapport au salut d'autrui. Et que là, non seulement il n'y a pas de tabou, mais il y a un encouragement. Par exemple, les églises chrétiennes ont été très fortes du côté des instances nationales de santé pour promouvoir les journées de sensibilisation au don d'organes. Donc il y a le côté noble. Je donne quelque chose par générosité pour le salut d'autrui. Après, il y a la méfiance toujours des églises et des théologiens par rapport à la commercialisation. Cela va dans les pays les plus pauvres où l'on lutte dans des tas d'associations contre la vente d'organes des plus pauvres, reins ou dons de sang commercial. Et évidemment, ça va encore un peu plus loin lorsqu'on est sur des choses plus subtiles. Par exemple, la question du sang de cordon est une question plus récente, mais là aussi, on le met du côté du don de la mère et du salut d'autrui. Alors, avec la petite question... Sur l'application clinique. Hein, avec la question, vous savez qu'il y a eu une grosse polémique depuis 2-3 ans sur le Téléthon. On reproche notamment aux catholiques de retourner dans l'obscurantisme. Ils sont toujours tentés de l'être, hein, mais ici, il y a quand même une vraie question. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et vous le dites très bien, et moi je n'ai pas apporté de jugement sur le travail que fait le biologiste, mais on voit bien qu'il y a derrière aussi, pas seulement la générosité du salut de l'autre, dont je peux améliorer le quotidien en travaillant sur des thérapies géniques ou sur même des diagnostics prénataux, mais il y a aussi la cosmétique, qui ne m'est pas indifférente par ailleurs. J'ai dit dermatocosmétique. Dermatocosmétique. Vous voyez, très vite, on peut avoir le soupçon jeté sur le chercheur qu'il est de collusion avec les grands méchants pharmaciens et autres faiseurs d'argent et laboratoires, ce que je ne crois pas. Je ne pense pas être suppôt des laboratoires pharmaceutiques. Je crois que le monde est beaucoup moins noir et blanc qu'on le dit. Il y a eu, Israël Lisan a témoigné dans Le Monde récemment sur les procès qu'on fait aux médecins et aux chercheurs par rapport... Strasbourg est une université d'excellence. Finissez votre phrase, oui, par rapport... Strasbourg est une université d'excellence. Non, mais par rapport... Si, c'est en rapport. Nos chercheurs ne seraient pas aussi excellents s'ils n'avaient pas des contrats avec des grands laboratoires. Et comme théologien, je suis dans cette communauté universitaire et je ne peux que le soutenir.
Et encore une fois, la frontière n'est pas prise par la place de la personne, parce qu'après, la question est de savoir, et on a beaucoup de juristes, est-ce que la personne humaine, dans sa liberté, peut déterminer ce que son corps doit devenir, alors que je fais partie d'un tissu corporel qui est une société et une humanité une? C'est une autre question. Et simplement, juste pour rebondir, et en fait, je voulais rebondir à votre question et la manière de poser les choses. Recherche scientifique, qu'elle soit privée, publique, publique-privée, ne veut pas dire, je sais que vous forcez le trait pour accrocher l'audience, pas du tout. Privé ne veut pas dire forcément un méchant suppôt du diable qui cherche à faire de l'argent, même, et public ne veut pas dire non plus recherche sainte dépourvue de conflit d'intérêt. Et ça, je crois que c'est très important. La recherche est une activité qui a une économie mondiale et mondialisée. Et donc la question est bien de poser, peut-on utiliser des produits du corps humain pour faire cette recherche, et dans quel contexte juridique et éthique? On reviendra sur cette question de ceux qui enfreignent les consignes éthiques, parce que c'est pas si simple. Et il y en a quand même pas toujours ceux du privé. D'accord, mais je suis d'accord. Mais le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de ceux qui enfreignent et quel type de régulations sont possibles. C'est par ça qu'on finira notre discussion. Mais je voudrais que Laurence Dvoff, vous nous expliquiez dans quel contexte s'organise le consentement. Vous m'avez rappelé, quand on a préparé ce débat, comment la Convention d'Oviedo était la base, finalement, de la nécessité du consentement. C'est elle qui fixe ce consentement, qui précise le principe du consentement. Alors, parlons de ce consentement et de la manière dont l'article 21 et 22 de la Convention d'Oviedo précisent ce qu'il en est exactement de ce consentement. Alors, l'article 21 ne porte pas sur le consentement, et il porte sur la question du profit. Je pense qu'on reviendra là-dessus. Il y a plusieurs articles, en fait, qui traitent de la question du consentement dans la Convention d'Oviedo. Dans le débat qui nous concerne, je pense que ce qui était le plus important dans les activités que le Conseil de l'Europe et la réflexion que le Conseil de l'Europe a menée avec les 47 États qui en sont membres, c'est ce qui concerne cette problématique dans le cadre de la recherche biomédicale. Là, elle l'a fait aussi dans le cadre des relations dans la médecine classique, je dirais, mais en l'occurrence, dans le cas qui nous concerne, c'est surtout sur la recherche biomédicale. Et l'idée étant que quand on accepte de participer à une recherche ou de donner du matériel pour une recherche, c'est très rarement pour un bénéfice aussi personnel. Et la question du consentement se pose en termes encore plus aigus dans ce contexte-là, parce qu'on n'a pas a priori de bénéfices directs à attendre de cela, mais par contre on accepte de donner cet élément-là. Alors le consentement dans ces conditions, c'est pas une simple signature en bas d'un papier, ce qui est très souvent une façon un peu raccourcie de présenter les choses. C'est un processus qui a pour objectif de permettre à la personne de faire un choix aussi éclairé que possible sur le matériel ou sur l'intervention qu'elle va accepter de subir ou le matériel qu'elle va accepter de donner. Donc les conditions de ce consentement, je dirais, je ne devrais pas être citée de cette façon-là, mais sont presque plus importantes à la limite que le consentement lui-même, et notamment l'information préalable à ce consentement. Alors, la difficulté que peut présenter cette information, c'est que selon le contexte de recherche, c'est plus ou moins facile. Quand il s'agit de participer à une recherche qu'on connaît, un projet de recherche très précis, avec un objectif précis bien défini, on peut informer la personne de tous ces éléments-là. Quand il s'agit de donner du matériel pour une visée de recherche qu'on ne connaît pas forcément précisément, qui va d'abord être conservé dans un objectif de recherche, les choses sont plus compliquées. Il est évident que la personne qui va solliciter le consentement n'est pas en mesure nécessairement d'indiquer à la personne tous les projets de recherche dans lesquels cet échantillon va être utilisé. Par contre, elle a, pour essayer d'avoir un consentement aussi éclairé que possible, une obligation de lui donner des informations aussi complètes que possible sur les utilisations potentielles de cet échantillon. Donc, c'est toute cette réflexion qui est menée actuellement, parce qu'on voit bien qu'entre la recherche interventionnelle, pour résumer, c'est-à-dire celle où on va faire un essai clinique sur un médicament et y participer, et la recherche où on va en fait donner du matériel biologique pour une recherche qui aura lieu plus tard, les conditions du consentement ne vont pas forcément être les mêmes, et elles se posent dans des termes différents. Se pose également dans des termes différents la question du consentement. Quand par exemple vous avez accepté, vous êtes allé à l'hôpital parce que vous étiez malade, vous avez fait l'objet de prélèvements sanguins,
Donc là, en France en tout cas, c'est le consentement présumé. On part du principe qu'il y a un bénéfice direct pour vous, qu'à moins que vous vous opposiez à la prise de sang, vous allez accepter de le faire. Non, et donc l'échantillon a été prélevé à des fins cliniques pour vous soigner. Mais cet échantillon reste et devient intéressant pour la recherche. Et là se pose également la question du consentement. Parce que votre consentement initial, il n'était pas pour la recherche, il était pour une application clinique. Donc là aussi, et ça c'est l'objet de l'article 22, qui dit que si un échantillon matériel biologique est prélevé pour une finalité précise, il ne peut pas être utilisé pour une autre finalité sans un consentement ou une autorisation appropriée. Donc on pourra rediscuter du caractère approprié, mais c'est dans ces termes-là que pose l'article 22. Oui. Alors soyons totalement francs, comment se passe le passage, disons, de ce consentement un peu général et global dont le docteur Rongière nous a parlé tout à l'heure, à un consentement beaucoup plus précis, où on a une réutilisation. Moi, ce que je voudrais vous demander, docteur, exactement, c'est quand vous dites toutes les femmes nous donnent le consentement pour ce qui est, au fond, du cordon et des cellules du cordon, est-ce qu'elles sont avisées de tout ce qu'on va faire et des utilisations de recherche qu'on va faire avec ce cordon? Est-ce qu'il y a une discussion avec elles? Comme j'ai beaucoup travaillé en cancérologie, j'ai vu comment les choses se passent en cancérologie. En général, quand on va utiliser, disons, une tumeur d'un patient, on lui fait remplir un papier en lui disant qu'il donne son accord. Moi, j'ai vu ces papiers, puisque c'était mon métier de regarder comment c'était. Et je dois dire que c'est tout au bout du papier, à la fin, c'était écrit en tout petit. Il fallait franchement une bonne demi-heure pour lire le papier, une bonne vingtaine de minutes, disons, quand on n'est pas illettré, hein. Une bonne vingtaine de minutes pour le lire, et ensuite, il fallait déchiffrer ces petits caractères, etc. Il y avait plein de mots que la plupart des patients ne connaissaient pas, qui étaient compliqués, et on ne les accompagnait pas dans ce consentement. Alors, je voudrais que vous me disiez, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est formel, à votre avis? Ou qu'est-ce qu'il y a de vrai dans ce consentement de ces femmes? Alors, le consentement, il est quand même assez détaillé par rapport à ce qui peut être fait maintenant. Il y a toujours des choses qui peuvent être faites un jour et qui, au jour d'aujourd'hui, n'est pas encore noté. Donc ça, est-ce qu'elles en ont conscience? Est-ce qu'elles l'imaginent? Est-ce qu'elles ne l'imaginent pas? Je serais, à vrai dire, incapable de vous le dire. Je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement important dans cette thérapie. D'abord, c'est un produit qui leur appartient sans leur appartenir. C'est-à-dire que, de toute façon, ça a été utile pour la formation de l'enfant, mais ça va être quelque chose qui va être jeté quoi qu'il arrive. Donc c'est pas tout à fait la même chose, et on pourra en reparler, qu'un don d'organes ou qu'un don de gamètes. Ça, c'est clair. Et je pense qu'il y a surtout un espoir énorme de toute la thérapie qui peut être faite pour leur propre enfant. C'est-à-dire, elles imaginent peut-être qu'avec toutes ces recherches, elles pourraient, si leur enfant était gravement malade, et en particulier on parle beaucoup de leucémie ou de cancer, d'imaginer que ça va aider leur propre enfant de façon beaucoup plus facile. Donc les questions sont... Elles posent assez rarement des questions, ni à moi directement, ni d'ailleurs aux personnes à qui elles rendent le consentement. Est-ce que vous pouvez être beaucoup plus précise? C'est-à-dire, moi, j'aimerais que vous me racontiez comment ça se passe. Est-ce qu'on leur donne un papier? Est-ce qu'on parle avec elles? Comment se fait l'échange, oralement, par écrit? Est-ce qu'il y a une vraie discussion? Ou bien est-ce que c'est une procédure formelle par laquelle on doit passer, qui va très vite? Madame, vous me signerez ce papier à l'occasion? Qu'est-ce qu'on dit exactement? Alors, c'est ni court ni long. Je dirais que c'est simplement, on présente ce que c'est que le don de sang de cordon. On leur explique un peu comment ça se passe. On remplit notre partie puisqu'on doit vérifier qu'il n'y ait pas de contre-indication. Et on leur donne le consentement écrit à lire. Moi, je leur donne à 6 mois de grossesse. Hein, donc, elles ont 3 mois au moins pour le lire. Donc, elles ont largement le temps de le lire puisqu'elles le ramènent le jour de l'accouchement. À moins qu'elles accouchent prématurément, mais enfin, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus souvent. Donc, véritablement, elles ont largement le temps de le lire. On en discute de temps en temps, pour certaines, mais très peu, à des consultations ultérieures. Pour elles, l'affaire est jouée. Enfin, je veux dire, elles ne posent pas tellement de questions. Moi, je n'ai pas tellement de retours par rapport à ces patientes. Oui. En fait, la loi de bioéthique de 2011, justement... pose des critères, et donc parmi les critères, en fait, justement, il y a le délai qui doit être assez long. Donc généralement, c'est à 6 mois de grossesse. Comme ça, elle a 3 mois normalement à peu près, la femme enceinte, pour décider. Après, on lui dit quand même normalement la destination qui va être envisagée pour utiliser le sang de cordon. Il y a quelque chose que vous n'avez pas vraiment bien dit aujourd'hui, c'est qu'actuellement les sangs de cordon,
c'est vraiment utilisé de manière anonyme et pas pour la femme et envisagé pour son enfant. Aujourd'hui, actuellement, c'est pas... Catherine Rongière vient de dire le contraire. Non, mais Elle vient de dire que ça pouvait être utilisé pour l'enfant. Pour le cas... Non, pour le cas français, parce que vous avez deux possibilités, c'est-à-dire à des fins autologues, c'est-à-dire qu'on prélève ce fameux sang et ça pourra être utile pour l'enfant de cette femme, pour le soigner. Et l'autre fin, c'est allogénique, on appelle, c'est très technique, mais c'est important de savoir. Et là, du coup, c'est pas forcément dans un but de soin de la personne qui a été prélevée. Ça, c'est important. Et aujourd'hui, les débats sont là. Là, il faut savoir qu'en France, quand vous avez le cas de ces deux médecins, c'est des fins justement anonymes pour faire avancer la recherche. À aucun moment, on va faire avancer de manière directe la femme qui est enceinte et son enfant s'il est malade. Donc ça, c'est précisé. Mais par contre, on peut dire qu'il y a des réflexions. Est-ce qu'aujourd'hui, dans tous les pays d'Europe, même aux États-Unis, on s'interroge sur la possibilité de créer ces fameuses sangs de cordon et on se dit, au cas où si mon enfant est malade plus tard, j'aurai toujours gardé des cellules qui lui appartiennent. Donc là, c'est ça, il faut bien distinguer. Mais surtout, il faut bien dire que la loi de bioéthique, aujourd'hui, pose ce côté, normalement, on doit indiquer la destination. Par ailleurs, moi, je suis membre d'un comité de protection des personnes, et ces fameux comités, en fait, quand on déclare les collections biologiques, vous devez justement déclarer auprès du CPP, et le CPP va vérifier, en fait, que quand... CPP comité, excusez-moi, oui. Comité de protection des personnes, c'est un comité régional où, quand vous avez une collection, vous devez passer devant lui pour qu'il donne, en gros, son aval, parce qu'on va vérifier, justement... Et les conseils, parce que des fois, il peut voir des choses. Moi, je suis juriste, donc je vérifie au sein de mon comité de protection des personnes à Rennes. Et on doit bien vérifier la destination qui est indiquée. Autrement dit, on ne peut pas mettre sur une collection, eh bien, en fait, on va l'utiliser à des fins de recherche. Ça, c'est trop large. On doit toujours le dire. Et si jamais on s'aperçoit que la collection peut être intéressante à une autre fin que celle prévue initialement, on doit normalement essayer de rechercher, si c'est possible, la personne qui a fait ce don. Et alors, c'est pour ça que des fois, on fait une différence entre le don et la traçabilité. Tout produit, en France et en Europe, doit être traçable. Autrement dit, normalement, on doit être capable de remonter à la source. Et c'est pour ça que les gens sont un peu sceptiques par rapport à l'anonymat. Donc, vous voyez, globalement, la loi pose déjà bien les échelons. Monsieur Foraz. Pour compléter, donc, vous avez très bien distingué le côté clinique, c'est un autre type de consentement. Du côté recherche scientifique, c'est celui qu'on a abordé tout à l'heure. Deux précisions. La première sur la destination du produit et l'utilisation qu'elle peut en avoir pour elle-même. Vous avez très bien dit, en fait, ça serait intéressant de faire une étude, mais souvent c'est donné et c'est valable pour tout don de cellules et tissus dérivés du corps humain pour la recherche. Par exemple, cette recherche sera un jour utile à moi, ma famille, et en l'occurrence là, mon enfant, puisque ça vient du cordon ombilical, donc on le voit quand les personnes donnent. Nous, on a rajouté, d'ailleurs, quand on est passé par le comité de protection des personnes, une ligne qui est bien de préciser, cet échantillon ne sera en aucun cas utilisable pour des applications cliniques pour autrui, mais aussi pour votre enfant. On le précise bien, parce qu'on fait de la recherche avec, c'est pas du tout utilisé pour une application clinique. Et sur la traçabilité, pour rendre les choses concrètes, comme vous avez raison, les échantillons on attribue aux échantillons un numéro, et ce numéro permet d'anonymiser l'échantillon dans notre laboratoire, mais nous de savoir à quelle date on l'a collecté, et surtout, si jamais il y avait un problème, comme je le disais tout à l'heure, et que les personnes étaient volontaires pour être informés du problème sur l'échantillon qu'on aurait pu détecter au cours des recherches, on passe par les professionnels de santé qui peuvent, par le dossier médical, remonter à la source. Et je terminerai sur le consentement. Nous, ça fait plusieurs années qu'on fait ça. D'abord, j'étais à l'étranger, maintenant je le refais en France. On forme les sages-femmes et les obstétriciens aux recherches qu'on fait. Et on fait ça comment ? On les invite une fois par an dans notre laboratoire, au labo. Alors, on manipule devant eux, on leur montre un peu le type de cellules. Et une fois par an, on est invité chez eux à faire une formation lors des séminaires qu'ils font régulièrement au sein du service pour leur expliquer les types de modèles qu'on a développés depuis, les publications qu'on a faites sur lesquelles, en général, on remercie l'équipe de santé qui a fourni les échantillons. Et ça permet à eux aussi de faire un meilleur consentement, dans le sens de rentrer parfois dans les détails, parfois pas, suivant l'intérêt qu'ont les personnes quand ils font le consentement. Xavier Auray. Oui, je voudrais revenir aussi sur un élément qu'il faut, selon moi, qui est important de distinguer, c'est qu'il y a la procédure de consentement pour accéder directement à une ressource qui est encore à l'intérieur de la personne, si on peut dire, et ce qu'on va appeler les procédures de deuxième consentement, c'est-à-dire pour une autre utilisation de l'élément. Et on voit que sur cette deuxième question, ça ne pose pas les mêmes problèmes, du moins les mêmes enjeux,
d'exploitation, par exemple, de la personne. La personne a déjà consenti à ce que l'échantillon soit prélevé pour une recherche spécifique ou dans le cadre d'un soin, par exemple pour le sang de cordon, etc. Là, il peut y avoir un enjeu d'exploitation directe de la personne avec un consentement forcé, des choses comme ça. Mais quand l'échantillon biologique, le matériel biologique est déjà dans une biobanque et qu'on veut le faire changer de finalité, on est vraiment sur une autre question. L'exploitation de la personne, ici, n'est plus un enjeu. C'est un enjeu par rapport à la question de qu'est-ce que cet échantillon, est-ce qu'il a encore un lien avec sa personne d'origine. Et sur la question après du consentement, on retrouve 4 types de consentement actuellement au niveau international. Le consentement présumé, utilisé parfois justement pour les échantillons en premier lieu. Le consentement qu'on va appeler spécifique, c'est-à-dire je consens à ce que cet échantillon soit utilisé pour cette recherche spécifiquement nommée. Le consentement après qu'on va appeler étendu, je consens à ce que cet échantillon soit utilisé pour toutes les recherches de ce type, c'est-à-dire pas celle-ci avec ces chercheurs en particulier, mais par exemple toutes les recherches qui vont porter sur tel type de thérapie cellulaire. Et après, un dernier consentement qui est utilisé actuellement dans différentes biobanques, notamment au Royaume-Uni, en Norvège ou au Japon, qui est ce qu'on appelle le consentement général. Je consens à ce que cet échantillon aille à la recherche de manière générale. Mais sans, après, qu'on ait besoin de venir me revoir pour me demander si on peut le changer. Au début, il a été utilisé pour telle recherche, ensuite il est utilisé pour telle autre, ensuite pour telle autre. Alors c'est très bien de partager comme ça les consentements, mais la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on passe d'un consentement à l'autre? C'est-à-dire, effectivement, est-ce qu'il y a réinterrogation du patient pour changer le consentement? Alors, oui. Si on se place au niveau du Conseil de l'Europe, puisqu'on parlait de la Convention d'Oviedo tout de suite, pour la recherche, on a une recommandation de 2006 qui est actuellement en rediscussion au niveau du Conseil de l'Europe, qui nous fait 3 étapes, qui va nous dire voilà 3 façons de faire. Soit la personne, on ne peut pas la revoir, parce que c'est un vieil échantillon, la personne est décédée ou des choses comme ça. Dans ce cas-là, on va passer par, normalement, les agences biomédecine, les comités de protection des personnes. Il y a certains, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a certains éléments. Après, si on sait que l'échantillon n'est pas totalement anonymisé, qu'on peut réaccéder à la personne, on va essayer raisonnablement de retrouver cette personne pour un changement de consentement. Ça, c'est ce que prévoit le droit européen actuellement, sauf que cette recommandation-là, c'est, comme son nom l'indique, une recommandation, c'est-à-dire qu'elle n'a normalement pas de force obligatoire. C'est-à-dire, les législations devraient prévoir cela. Après, ça dépend de chaque État. Ça dépend de chaque État. En France, actuellement, ça dépend aussi de chaque élément du corps. Est-ce qu'on parle d'un don de sperme? Est-ce qu'on parle d'un don de cellules souches, un élément lié à un embryon? Est-ce qu'on parle même de cheveux? Parce qu'on sait que dans les cheveux, il y a une information génétique. Voilà, il faut aussi distinguer entre les différents éléments du corps, qui n'ont pas le même statut et donc qui ne répondent pas aux mêmes règles juridiques. Sophie Dumas-Lavnac. Merci. Alors, sur le droit interne, justement, parce qu'au bout du compte, on a beaucoup parlé de droit international au sens large, mais ça n'a pas valeur normative en France en réalité. Ça ne donne que des conseils que le droit interne doit suivre ou pas, mais ce qui s'applique aujourd'hui pour les chercheurs français et ce qui s'applique pour les citoyens français qui donnent leurs éléments et produits du corps humain, c'est justement cette distinction entre 2 stades, quant au consentement en tout cas. Le stade où la personne est entière, j'ai envie de dire, et où donc ces éléments et produits du corps sont confondus avec elle. Et là, il va falloir porter atteinte à son intégrité physique, elle va être en danger, et là, le consentement est très important, l'information est très importante, le consentement est... voilà, on ne peut pas passer outre le refus de la personne, il faut son consentement. Mais une fois que la chose est détachée du corps, une fois justement que c'est devenu une chose, c'est-à-dire une fois que l'élément au produit est devenu une chose parce qu'il est détaché du corps, là, en droit français, c'est quand même beaucoup plus souple. On est face au système de l'absence d'opposition. On a parlé de consentement présumé jusqu'à présent. Le consentement présumé, c'est une expression qui est assez trompeuse, parce qu'on a l'impression qu'il y a un consentement. L'absence d'opposition, en réalité, c'est pas un consentement. C'est-à-dire qu'on va demander, on va informer la personne de l'éventuelle utilisation, en lui donnant la possibilité de s'opposer, mais on n'attend pas qu'elle acquiesce. On n'attend pas qu'elle consente. Il suffit qu'elle n'ait rien dit pour qu'on puisse utiliser. Et encore faut-il pouvoir la retrouver. Encore faut-il aussi qu'on estime nécessaire de la retrouver. Parce qu'il y a des utilisations, au bout du compte, qui n'ont pas d'enjeu éthique forcément
très important. On se dit que la recherche ici va prévaloir puisque la personne n'est plus en danger, et on n'informe même pas la personne du changement de finalité. Donc voilà la distinction entre les deux consentements possibles, enfin entre les deux protections de la personne quant aux éléments de son corps en droit français à l'heure actuelle. Donc consentement quand la personne est entière, absence d'opposition, c'est-à-dire en réalité pas de consentement lorsque les choses sont déjà détachées du corps. Aurélie Morisseau, je sais que vous voulez ajouter quelque chose, mais écoutez ma question. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est bien, comme ça, de couper les cheveux en quatre sur ces divers consentements, etc. Mais je me demande si, dans la pratique, on ne considère pas qu'au bout d'un certain temps, si le consentement a été donné pour un usage donné, eh bien, c'est vrai que les textes sont comme ci et comme ça, mais finalement, dans la mesure où, justement, il y a eu cette étape maintenant où on est passé à quelque chose d'anonymisé, à quelque chose où on n'est pas forcé d'aller retrouver l'origine, la traçabilité du bout de corps qu'on est en train de gérer par la recherche ou pour autre chose, ben, on ne va pas chercher un consentement complémentaire. Alors là, moi je sais qu'en tant qu'expérience de juriste au sein du CPP, quand justement on a la collection biologique qui arrive avec un changement de destination, pour respecter totalement ce qui est posé en droit français, on va forcément demander justement à celui qui nous fait ce changement de s'assurer qu'il ne peut pas entrer en contact de nouveau avec les personnes. Après, c'est sa responsabilité s'il nous démontre qu'il n'a pas pu remonter à ces personnes. C'est sûr, après, on peut le croire. Il y en a beaucoup qui remontent ? Ben justement, ça, c'est très difficile parce que nous, on n'a pas un travail après d'expertise sur le terrain. Nous, on est juste là pour dire, voilà, sur le papier, vous devez faire ça. Et après, vous nous donnez justement les informations qui font que normalement, vous l'avez fait. Mais après, concrètement, nous, on n'a pas un pouvoir d'expertise d'aller dans les établissements agréés et aller vérifier si, en effet, ils ont été remontés à la source. Moi, je voulais revenir sur en fait, ce qu'a dit ma collègue Sophie, parce qu'elle a dit le droit national, en gros, prime sur le droit international. Et en fait, il faut bien distinguer. En fait, Madame travaille sur le droit européen, Conseil de l'Europe, 47 États membres, je vous vulgarise pour que vous compreniez bien. À côté, il y a une autre organisation au sein de l'Europe qui est l'Union européenne, où là, il y a 27 États membres. Et justement, moi, je suis spécialiste plutôt de cet échelon. Et tout ce qui est sang, tissus, cellules, organes, vous avez aussi une réglementation au niveau de l'Union européenne. Il faut savoir quand vous avez une directive, par exemple, c'est un acte qui est obligatoire en France. Vous avez cette possibilité-là sur le sang, les tissus et cellules et les organes. Donc, au niveau du droit de l'Union européenne, vous avez toute une réglementation qui vise, pareil, la traçabilité, le consentement, l'anonymat, la gratuité. La seule limite, c'est que l'Union européenne n'est pas compétente sur les questions de bioéthique. Alors, vous allez me dire, pourquoi elle intervient ? Elle intervient parce qu'il y a une libre circulation. Et au sein de l'Union européenne, en fait, le sang est considéré comme une marchandise. Donc, du coup, indirectement, l'Union européenne a été concernée par ces questions. La seule limite, c'est que même si on intervient, l'État membre, et là par contre je rejoins Sophie, l'État membre reste compétent sur les questions éthiques. Donc aujourd'hui, vous avez toute une réglementation sur les tissus, les sangs de cordon, mais la limite c'est que comme l'État membre reste compétent sur les questions éthiques, s'il interdit justement l'utilisation du sang ombilical, l'Union européenne ne pourra pas lui imposer. Voilà, c'était la limite que je voulais apporter entre les deux organisations que sont le Conseil de l'Europe et l'Union européenne. Alors Laurence Voff. Transformer son consentement. Il faudrait à nouveau un consentement. Laurence Voff, alors vous m'avez parlé d'un consentement très particulier à Oslo. Oui, si vous pouvez prendre cet exemple. Je voudrais juste intervenir d'une façon générale, parce qu'on évoque ces formes de consentement, on dit qu'il y a une distinction selon les étapes, etc. Mais il y a une caractéristique commune, c'est l'information. Et ce point-là est commun à toutes les formes de consentement, y compris, dans le cas français, à l'absence d'objection. Et la question qu'on peut se poser, c'est la réalité de cette information dans ces circonstances-là. Le droit français dit après avoir été dûment informé. Donc, certes, on peut considérer que c'est un consentement implicite, on peut appeler ça comme on veut, mais le trait commun de toutes ces formes de consentement, c'est que la personne ait été informée au préalable. Et ça, c'est l'élément probablement le plus important et qui est un trait tout à fait commun à toutes ces formes de consentement qui coupent les cheveux en quatre, comme vous le disiez. Mais là, au moins, on a un fil conducteur. Et c'est peut-être là-dessus que l'accent doit être mis. Et c'est peut-être là aussi qu'actuellement, des choses doivent être un petit peu revues ou reconsidérées. Alors, vous m'avez parlé d'un consentement dynamique à Oslo.
Expliquez-moi ça. Oui, alors, comme l'a évoqué Xavier Auré, le Conseil de l'Europe est en train de réexaminer ce travail qu'il avait fait en 2004, qui est un instrument juridique concernant la recherche sur le matériel biologique. Et dans ce contexte, il a réexaminé aussi les problèmes qui étaient rencontrés dans le secteur concerné avec l'évolution. Un des problèmes est effectivement celui du consentement. Je l'ai évoqué dans ma première intervention. Il est certain que quand on va donner un échantillon biologique pour une finalité de stockage à des fins de recherche, la personne qui va faire le prélèvement pour ces fins de stockage ne sait pas nécessairement toutes les raisons, tous les projets de recherche dans lesquels cet échantillon va être utilisé. Donc se pose la question de savoir quel est le niveau d'information qu'on doit ou qu'on peut donner à ces personnes. Donc, encore une fois, on revient toujours à la problématique de l'information, plus qu'au consentement, voire même au champ d'application du consentement, parce que je pense que ce sont deux choses différentes. On parle de consentement large et de consentement éclairé, on parle de choses qui n'ont pas grand-chose à voir. Éclairé veut dire on a informé, large c'est le champ du consentement. Ce sont deux problématiques différentes. Donc, dans ce contexte-là, la question qui s'est posée, c'est est-ce que finalement le consentement, une fois, on le donne à un moment précis et puis c'est terminé, est-ce que c'est approprié ou pas ? Ce qu'on constate quand on a consulté, il y a eu des enquêtes de population au niveau européen là-dessus, c'est que les gens souhaitent au contraire pouvoir avoir autant d'informations que possible. Dans ce contexte-là, comment on s'y prend ? Est-ce qu'effectivement, il ne faut pas réfléchir à une information régulière ? Et ce qui a été fait à Oslo, c'est un exemple de ce consentement dit dynamique sur lequel on réfléchit actuellement. Le principe est le suivant, une personne qui va, c'est un hôpital à Oslo, va à l'hôpital, a un prélèvement sanguin à des fins cliniques, et on lui demande parallèlement si elle accepte qu'éventuellement cet échantillon soit utilisé à des fins de recherche ultérieurement. Elle l'accepte ou elle ne l'accepte pas, et au moment où en fait on lui pose la question, elle a aussi si elle accepte, la possibilité d'être régulièrement informée par des voies qu'elle choisit, par courrier, par email, par SMS, enfin il y a différentes formulations, des projets de recherche pour lesquels son échantillon est considéré comme intéressant. Et là, on ne lui redemande pas son consentement. On lui dit, voilà, vous avez 15 jours, si dans 15 jours on n'a pas entendu parler de vous, on considère que vous êtes d'accord, vous ne vous opposez pas à l'utilisation de votre échantillon à des fins de recherche. C'est un exemple, ça a des contraintes, ce n'est pas forcément une panacée, mais dans certaines circonstances, c'est quelque chose qui peut être intéressant à étudier. Actuellement, la réflexion, c'est là-dessus. Comment on peut améliorer les modalités de ce consentement pour en faire un consentement qui a une vraie valeur, qui respecte l'autonomie de la personne, dans un contexte où il y a un certain nombre d'inconnus. Alors Amélie Frérot, depuis longtemps, on tourne autour de la question de la propriété en fait de ces bouts de corps. Est-ce que véritablement chacun d'entre nous est propriétaire de ces bouts de corps? Et au bout d'un certain temps, j'ai cru comprendre en écoutant tous nos spécialistes qui disent quand on s'est été anonymisé, etc., on ne sait plus très bien qui c'est, à ce moment-là, on peut faire quand même ce qu'on veut. Et alors donc, on n'est plus propriétaire de son bout de corps. Alors comment est-ce que vous, juriste de la propriété, vous traitez la question ? C'est vrai que c'est très paradoxal et puis effectivement, comme vous disiez, on tourne toujours un petit peu autour de cette question de la propriété parce que finalement, si on n'en est pas propriétaire, eh bien pourquoi demander le consentement finalement ? Pourquoi réitérer les vœux, comme vous disiez tout à l'heure ? Et très justement, cette question de la propriété vient finalement peut-être en amont de la question même du consentement. Et la question qui vient même en amont de celle de la propriété, parce que les juristes, on aime bien les petites cases où on va ranger nos objets. Et la question qui vient en amont, c'est celle de savoir le corps humain, dans quelle case je vais le mettre. Est-ce que je vais le mettre dans la case personne, avec une âme, comme vous disiez tout à l'heure, ou est-ce que je vais le mettre dans la case chose, bien, marchandise, peut-être, et auquel, du coup, je vais être amenée à lui appliquer un certain nombre de règles, un certain régime juridique. Donc ce choix qui doit être fait en amont, parce qu'on ne peut pas être propriétaire d'une personne, mais en revanche, on peut tout à fait être propriétaire d'une chose, d'un bien, c'est celui qui va déterminer par la suite les questions du consentement, etc. Alors, si le corps humain aujourd'hui est intrinsèquement lié à la personne dans la mesure où il est impossible d'aliéner son corps parce qu'on démunirait la personne de sa substance, de son substrat, il est en revanche de plus en plus considéré que l'on peut disposer des éléments de son corps humain.
On peut en disposer simplement en les abandonnant, un déchet clinique. Et de la sorte, si on l'abandonne, est-ce qu'on ne fait pas un abandon de la propriété de ces déchets que l'on a abandonnés et l'on ne transfère pas alors là, on va revenir sur les questions de consentement, mais est-ce qu'on ne transfère pas de fait la propriété aux chercheurs, aux cliniciens et aux praticiens, etc. Donc voilà, première question, est-ce que cette chose qui se détache de mon corps ne va pas devenir un bien dont la propriété sera transférée à autrui et qui pourra de fait en disposer pour ses recherches médicales sans nullement avoir besoin de me ressolliciter pour obtenir mon consentement. Ça, c'est la première hypothèse. La seconde hypothèse, c'est de considérer que cet élément du corps humain a toujours une partie de moi, de ma personne, de mon identité génétique, et je dois la suivre. Un petit peu comme un droit de suite, comme on connaît en droit d'auteur. Et je dois la suivre, et pour cela, pour toutes les utilisations qui y sont données, je devrais formuler un consentement parce que j'en suis toujours un petit peu propriétaire et que je n'ai pas réalisé cet acte d'abandon sur cet objet. En ce qui concerne, par exemple, les biobanques, alors on n'a pas défini tout à l'heure ce que c'était les biobanques. Ce sont des collections d'échantillons biologiques. Ces collections d'échantillons biologiques peuvent prendre deux formes. Ça peut être des collections d'échantillons biologiques comme des cabinets de curiosité comme on avait à la Renaissance avec ces bocaux alignés, ou bien une forme beaucoup plus actuelle qui sont les formes dématérialisées où les biobanques deviennent en quelque sorte des biobases où à l'intérieur vous avez des collections d'informations génétiques sur les patients qui ont été recueillies à partir de prélèvements divers. Les biobases ou les biobanques matérielles conduisent également à la question de la propriété des éléments qui vont être contenus dans ces biobanques ou dans ces biobases. Parce que à qui appartiennent les éléments qui y sont collectionnés, qu'ils soient matériels ou immatériels? La question s'est posée dans les années 80 aux États-Unis et cette décision, je pense, peut faire jurisprudence, c'est l'affaire Moore. La question de l'affaire Moore, en fait, qu'est-ce qui s'était passé? Un monsieur qui s'appelait Monsieur Moore avait une maladie. Cette maladie a donné lieu à des prélèvements. Ces prélèvements ont été utilisés par les médecins à des fins de recherche médicale et ces prélèvements ont donné lieu à des découvertes et inventions particulièrement lucratives. L'homme aux cellules d'or, on l'a appelé Monsieur Moore. Et ces recherches particulièrement lucratives ont posé la question de savoir, mais puisqu'il était le propriétaire des éléments de son corps humain, il doit donc recevoir un bénéfice au moins monétaire, au moins financier de ces recherches qui ont été menées sur son corps humain ou sur les éléments de son corps humain. Et la jurisprudence américaine a conclu que il n'avait plus de propriété sur ces éléments et produits du corps humain, mais en revanche, il devait tout de même être dédommagé de ce qu'il avait effectivement subi. Donc voilà, ça c'est une première réponse qu'on peut donner. Non, il n'y a plus de propriété sur les éléments et produits du corps humain, dans la mesure où ils peuvent rentrer dans un processus de recherche. D'où la question après du consentement. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de prolonger le processus du consentement? Et deuxième élément, si la propriété n'est pas celle du patient, lorsque le produit va rentrer dans une collection d'échantillons biologiques, à qui il appartient? Est-ce qu'il va appartenir au médecin? Est-ce qu'il va appartenir à l'institution, à l'hôpital, à l'université? Je ne sais pas où il va pouvoir être stocké. Donc la question se pose également. S'il appartient au médecin, il va falloir s'interroger sur le fait de savoir si, lorsqu'il va quitter l'institution, est-ce qu'il va l'emmener avec lui? Et à ce moment-là, est-ce qu'on va pouvoir avoir une continuité de la recherche? Est-ce que finalement, si on accorde la propriété du médecin, on ne va pas faire primer des intérêts privés à des intérêts collectifs de la recherche? C'est la tendance qui... Oui, je vous passe la parole. Plutôt une tendance à privilégier la propriété des institutions. Monsieur Foraz. C'est intéressant parce qu'en fait,
Là, on rentre dans la propriété, ce qu'on appelle la propriété industrielle ou intellectuelle, issue des connaissances. Et c'est vrai qu'à ma connaissance, je ne suis pas juriste, donc je vous interpelle, brillant juriste que vous êtes autour de la table. Il y a une différence au niveau des cellules, en particulier issues du corps humain, entre l'Amérique du Nord, on va dire, et l'Europe en question. Et on l'a vu avec le cas Bruxelles en Allemagne, qu'on pourra peut-être expliquer. Mais sur le principe qu'en fait, on ne peut pas breveter ou protéger la propriété industrielle d'une cellule. Enfin, en tout cas, c'est très difficile à faire en Europe. C'est très difficile à faire, à part sur des lignées cellulaires comme celle issue de Moore que vous avez expliqué. Mais en tout cas, sur une cellule peu ou pas transformée, il est très difficile. En tout cas, ça a l'air d'être la position du bureau des brevets européens sur la brevetabilité d'une cellule d'un tissu. En revanche, les connaissances issues de cela peuvent être brevetées au niveau des méthodes, des protocoles. Donc, je vous interpelle là-dessus, moi. Excusez-moi, Simplement, je précise juste la réglementation en matière de brevetabilité des éléments du corps humain. On ne brevette pas effectivement une cellule prise dans le corps en tant que telle. On ne va pas aller la déposer à l'INPI pour en obtenir une propriété. Non, ça ne se fait pas. En revanche, l'invention que l'on va solliciter, c'est l'application technique que l'on a trouvée de la fonction même de la cellule. Donc c'est vrai que c'est vraiment très pointu et il faut que ce soit très pointu. Parce que si on accorde un brevet à une personne sur la cellule en entier, ça signifie qu'elle va priver toutes les personnes qui derrière voudront faire de la recherche sur cette cellule même. Donc il est absolument nécessaire de préserver ce caractère pointu et exigeant sur la propriété des éléments du corps humain. Mais n'est-ce pas un peu différent aux États-Unis ? On l'a vu sur les gènes, sur les cellules. Alors, ils tendent à revenir à une interprétation restrictive de la propriété ou de la brevetabilité. Bien entendu, leur interprétation est encore plus large que la nôtre, et la nôtre est déjà large. Mais quoi qu'il en soit, ils tendent à revenir à une interprétation plus restrictive. Oui, je voulais peut-être revenir sur quelque chose, parce qu'on a parlé beaucoup de dons, de bouts de tissus dans le cadre de la recherche. Alors qu'il me semble aussi qu'il y a le don d'organes tout court, et puis il y a le don d'ovocytes, le don de spermatozoïdes, le don d'embryons. Et je voulais quand même faire remarquer qu'aujourd'hui, il va y avoir des choses qui vont changer, puisqu'on est déjà capable de congeler des ovocytes, ce qui n'était pas encore le cas aujourd'hui. Donc ça transforme un peu la vision de la fertilité de la femme dans l'avenir. Et je voulais juste raconter cette histoire quand même d'un homme, donc parlons de la propriété justement, d'un homme qui avait congelé du sperme pour des raisons médicales et qui finalement a eu besoin de ce sperme, mais à l'étranger, puisque la femme avec qui il voulait faire cet enfant avait besoin d'un don d'ovocytes qu'elle ne pouvait pas obtenir en France pour des questions d'âge et de temps. Et donc, on lui a refusé de sortir avec ses spermatozoïdes à l'extérieur de la France. Et autre petite intervention par rapport au don d'embryon. Si vous avez un couple dont le mari décède mais que la femme souhaite récupérer ses embryons, elle n'a, dans la loi française, pas le droit de le faire. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont... Comment ? Oui. Non, parce qu'en Angleterre, vous avez 1 an pour pouvoir faire le transfert d'embryon. En Espagne, vous avez 6 mois. Donc, il y a des possibilités ailleurs. Donc, voilà, c'est quand même des bouts de soi-même qui sont quelque part, qui ne sont pas quelque part à des fins de recherche et pour lesquels, finalement, les personnes ne sont pas propriétaires, ou en tout cas, n'ont pas le droit de les utiliser dans un certain contexte, on va dire. Voilà. En fait, c'est pour éviter de contourner, justement, la loi nationale du pays auquel on appartient. C'est-à-dire à quoi ça sert de poser des limites éthiques si on peut récupérer les bouts de son corps et aller à l'étranger ? Après, voilà, c'est une question purement juridique, là. C'est respecter le droit national dans lequel on vit. Enfin, c'est comme ça que j'explique. Je ne dis pas c'est bien ou c'est mal. Pour le don d'embryon, peut-être. Pour le don de sperme, si le monsieur avait besoin de sortir, ce n'était pas parce qu'on refusait les dons d'ovocytes en France, mais c'est que l'âge de la patiente faisait qu'elle préférait le faire à l'étranger. C'était une limite éthique? Non, c'est pas une limite éthique, c'est une limite de temps, parce qu'on met à peu près 2 à 3 ans pour pouvoir pour permettre à une femme d'avoir un don d'ovocytes. Et cette dame était âgée, elle voulait le faire rapidement. Alors, le problème, c'est qu'en fait, c'est très flou sur tout ça. Pour revenir sur la propriété, en tout cas, la personne elle-même n'est pas propriétaire d'elle-même. Le lien entre la personne et son corps n'est pas celui de la patrimonialité, n'est pas celui de la propriété.
Le problème, c'est qu'on ne sait pas le définir. Et on est très gêné pour parler de propriété à partir du moment où ça touche à de l'humain. Donc même ces choses qui, dans les faits, sont appropriables et sont appropriées, on refuse de dire que c'est le lien de la propriété parce qu'on a l'impression que c'est attentatoire à la dignité humaine. Le problème, c'est qu'en droit, on n'a pas d'autre lien entre la personne et la chose que celui de la propriété. Donc sauf à en inventer un autre qu'on n'a pas encore inventé, on est bien obligé de fonctionner sur le modèle de la propriété. Et le tabou, il est là. S'il y a un lien qu'on refuse de faire, c'est le lien entre la personne et les choses qui sont issues d'elle-même. Et ça, c'est pour éviter la marchandisation. Donc, justement, attendez, je voudrais poser juste une dernière question, avant qu'on ne passe la parole au public. Voilà, il y a des laboratoires qui passent outre et qui constituent des bases de données hors de la connaissance des intéressés. Par exemple, il y a eu des tests sur des nourrissons non déclarés aux parents qui ont été faits aux USA. Alors, je voudrais savoir si, dans la pratique, vous êtes d'accord pour prendre en compte le fait que toutes ces histoires très importantes de consentement, toutes ces histoires de savoir si propriété ou pas propriété des déchets, etc., sont très importantes. Merci de les avoir traitées. Mais dans la pratique, est-ce que finalement, on n'est pas en face d'une situation où beaucoup d'institutions privées ou publiques ne passent outre, et donc décident tout simplement d'utiliser les déchets pour leur profit, et notamment, et là vous l'avez abordé un tout petit peu dans votre première intervention, et notamment pour ce qui est de déchets qui sont susceptibles de commercialisation pour la suite, pour des entreprises qui, par exemple, vont l'utiliser sur le plan éventuellement de tout ce qui est cosmétique, par exemple. Et alors là, on n'a aucun contrôle, et les choses se font, l'anonymisation a eu lieu. Alors, c'est bien de dire il faut faire tout ça sur le plan juridique, mais dans la pratique, est-ce que finalement ça se passe bien comme ça? Oui, c'est toujours le même problème avec la loi, c'est la question de la loi et de sa violation. C'est pas parce que la loi est violée qu'elle n'existe pas. Et donc après, c'est la question de qu'est-ce qu'on fait face à la violation, quelle responsabilité on peut mettre en jeu, est-ce qu'il y a un régime pénal, un régime civil, d'indemnité, etc. Mais ça ne remet pas en cause l'existence de la loi et son importance. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de vols que le vol est permis. Oui, mais si vous voulez, quand on parle de la loi, on sait quels sont les moyens qu'on a pour faire protéger, pour permettre que la loi soit appliquée. Il y a des policiers dans la rue, il y a des gendarmes, etc. Alors parlez-moi des policiers et des gendarmes qui contrôlent les laboratoires. Parlez-moi de ces gens qui contrôlent les laboratoires et qui évitent cette manière d'enfreindre la loi. Ouais. Sur un plan d'innovation, on va dire technologique, on peut parler de la dermatocosmétique, même de l'innovation pharmaceutique. Donc on voit bien qu'il y a certains scandales, ou en tout cas c'est posé comme ça dans les médias sur l'innovation pharmaceutique en ce moment. Mais sur la chaîne de développement, tout ça est quand même relativement contrôlé. Je vais même poser le problème de l'autre côté, voire est exigé des laboratoires. Donc je m'explique. Pour valider une molécule innovante, qu'elle soit pour la dermatocosmétique, la pharmaceutique, ou un dispositif médical qui aide par exemple à préparer d'une meilleure manière une greffe de sang de cordon ombilical ou de moelle osseuse. Il faut passer le matériau brut, le sang de cordon, la moelle osseuse, dans un système qui en général le filtre, le concentre, et ensuite c'est greffé sur un patient. Pour valider cette technologie, les agences réglementaires, l'agence du médicament maintenant en France, le FDA aux États-Unis, le FDA japonais, demandent un certain nombre de données où on ne peut pas se contenter d'une recherche in vitro sur des lignées cancéreuses artificielles ou sur l'animal. Il faut passer des produits dérivés du corps humain et un certain nombre pour valider que la technologie fonctionne, qu'elle est efficace, qu'il n'y ait pas d'effets secondaires toxiques non anticipés. Il faut le démontrer, c'est exigé même par ces agences-là, qui, on le voit aussi, quand elles fonctionnent, ont tout contrôle pour mettre fin aux dérives, en tout cas dans les pays où elles sont mises en œuvre. Oui. Là, moi, je vais intervenir sur le déchet. Il faut aussi, je pense, un petit peu arrêter sur le culte du déchet, notamment sur la femme enceinte, parce que la DGS, là, elle a sorti une circulaire, donc ça n'a pas forcément une valeur juridique, mais elle est en train de dire, voilà, on voit qu'il y a un problème avec les banques de sang de cordon, notamment pour le sang placentaire, avec l'objectif de le garder si l'enfant est malade. Là, elle dit bien, la DGS, c'est interdit. Et si vous ne rentrez pas dans les canons posés par les collections biologiques autorisées,
ça a vocation à être incinéré. Donc le déchet, normalement, voilà, s'il ne rentre pas dans la collection sur lesquelles vous travaillez, par exemple, eh bien, il doit être incinéré parce qu'on veut éviter tout risque infectieux. Donc je pense que ça, c'est la première chose. La DGS, en août 2012, elle a bien reprécisé. Et là, justement, c'est déjà une première autorité qui dit, voilà, scientifique, on vous prévient, on n'est pas d'accord. S'il y a un problème, c'est une première chose. Ensuite, je rejoins M. Foraz pour toujours tout ce qui est recherche biomédicale. Les médecins ou les chercheurs, pour valoriser leur travail, ils ont intérêt justement de faire cette fameuse procédure qui doit passer devant un comité de protection des personnes et qui doit passer aussi souvent devant l'Agence nationale du médicament. Si vous avez cette double autorisation, vous faites votre recherche et si en plus c'est concluant, vous êtes publié. Si vous n'avez pas fait du tout cette procédure, en fait, vous ne serez pas publié. Du coup, ça n'a aucune valeur pour les scientifiques. Donc j'ai envie de dire, en me faisant un petit peu l'avocat du diable, comme la publication est conditionnée par un passage devant un comité d'éthique auquel répond le comité de protection des personnes, bah, du coup, ils ont quand même la volonté de passer devant ce fameux comité. Et puis je pense que même pour eux, dans un souci voilà, d'éviter tout risque de collusion, eh bien, ils respectent assez bien. Après, on peut critiquer la loi française, mais globalement, par rapport à ça, je trouve que les chercheurs français le respectent très bien. Laurence Lauve. Je voudrais faire deux remarques. D'abord, j'ai un peu un problème avec la notion de déchet. Un déchet est un déchet quand on le jette. Il viendrait à jamais à un hôpital l'idée de dire qu'une collection histologique est une collection de déchets. Donc c'est une appellation sémantique qui est très connotée et qui me paraît problématique en la circonstance. Donc ça, c'était juste une première remarque. La deuxième que je voulais faire concerne un élément qu'on n'a pas évoqué, c'est la protection de la vie privée. L'utilisation des échantillons biologiques qui sont collectés à des fins de recherche, alors il y a des cas particuliers où c'est moins important, mais disons globalement, ces échantillons ont une valeur d'autant plus importante qu'on peut les associer à des données cliniques qui concernent la personne sur laquelle ça a été prélevé et qu'on peut en plus les actualiser régulièrement. Donc on voit bien dès lors les problèmes que cela peut poser pour la vie privée. Alors, loin de moi l'idée de dire attention, il faut arrêter tout. Au contraire, je pense que la recherche biomédicale est très importante. La recherche sur les échantillons biologiques sont avancées comme une source de progrès en matière de santé très importante, mais par contre, il faut être attentif aux conditions dans lesquelles elle se fait. Et ne serait-ce que pour cette condition-là, les choses qu'on a évoquées, qui paraissent éventuellement couper les cheveux en quatre et un petit peu compliquées, revêtent une importance d'autant plus importante dans ce contexte-là, pour ces raisons de protection de la vie privée. Je rappelle que le matériel biologique, c'est une source d'information à caractère personnel sensible en matière de protection des données qui concernent votre santé. Avec le développement de la génétique, on a de plus en plus d'informations extraites de ces échantillons qui circulent, y compris en dehors de nos frontières. Donc il est important et urgent de se pencher sur ces questions-là et de définir des standards qui ne seront pas excessifs, mais qui permettront, et c'est important, de donner confiance dans la recherche. Et ça, c'est un dernier élément que je voulais souligner, c'est que toutes ces mesures de protection des conditions dans lesquelles la recherche se fait, elle est aussi un élément de contribution à la confiance dans la recherche biomédicale, parce que la recherche a besoin que les gens acceptent de donner aussi. Bien, alors maintenant c'est à vous. Si vous avez des questions, des points de vue, vous levez la main. Madame, allez-y. Voilà. Alors, c'est autant un... c'est autant un témoignage qu'une question. Actuellement, sous l'égide du ministère fédéral d'Allemagne, à l'initiative de la société allemande sous direction du Centre fédéral de la cancérologie, se met en route une vaste recherche représentative dite cohorte nationale qui, sur la base de 250 000 sujets, durant d'abord quelques vingtaines d'années, va entre autres collectionner des données sur une base biologique concernant les maladies les plus mortelles, à savoir cardiovasculaires, cancer, etc. L'institution qui est chargée de diriger cette vaste opération de recherche, elle a, avant de commencer, elle a
déposer une marque industrielle pour la base biologique qui est composée d'échantillons faits à partir de prises de sang, de biopsies, d'ADN, etc. Cette base sera donc commercialisable, y compris au-delà des frontières. Voilà, je voudrais votre sentiment là-dessus. Alors, juste avant de répondre, s'il vous plaît, parce qu'il faut vraiment qu'on donne la parole aussi à la salle, j'aimerais bien qu'on collecte d'autres questions. Sinon, ça risque de rester juste à la tribune. Non, alors, il y avait une prise de... répondre à la question. Attends, mais non. Attends, Israël. Mais non, Nadia, il faut qu'elle réponde. Non, il faut que je prenne... Elle peut répondre, mais pardonne-moi, il faut qu'on prenne les questions de la salle. Levez la main, là, s'il vous plaît. Alors, juste, je vous réponds 2 mots. Une marque ne va pas permettre de protéger le contenu informationnel d'une biobase ou d'une base de données sur des collections d'échantillons biologiques. Tout au plus, la marque protégera le nom qui sera déposé au titre de la marque. Donc, pas de contenu informationnel protégé par la marque. Même en droit allemand, je vous assure. Mais il est possible d'obtenir une protection juridique de la base de données sur le contenu informationnel. La condition, que ce soit en Allemagne ou en France, c'est qu'il y ait un investissement financier substantiel pour la reconnaissance de cette protection de la base de données et la protection des extractions du contenu informationnel. Donc s'il y a eu cet investissement, que ce soit en Allemagne ou en France, la base est protégeable et commercialisable. Madame. Bonjour, je voudrais revenir sur le consentement éclairé. Imaginons que j'ai un accident, mort cérébrale, mes organes sont corrects, on veut les prélever. Est-il vrai que la loi dit que l'on peut prélever les organes si je n'ai pas expressément dit de mon vivant que je refusais? Ça, c'est ma première question. Et puis ma deuxième question, c'est est-ce que on a surtout parlé de dons de son vivant? Est-ce que quand on est mort, et si on a donné son accord, est-ce qu'on utilise tout ce qui se trouve dans le corps humain? Est-ce que tout est utilisable pour faire quelque chose? Voilà, merci. Alors, sur la question de ce qu'on peut utiliser, là, je suis sans doute pas compétente pour répondre, mais effectivement, votre première question, c'est tout à fait juste. C'est cette fameuse règle du consentement présumé qui, donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, n'est en réalité pas un consentement. Dès lors qu'on ne s'est pas opposé de son vivant au prélèvement de ses organes après sa mort, les organes peuvent être prélevés. On considère qu'après le décès, encore une fois, le corps devient une chose. Le cadavre, en fait, est une chose. Sauf qu'en pratique, ça ne se passe pas exactement comme ça. Mais la loi française, c'est bien ce qu'elle dit. Je vais vous ramener le micro. Normalement, oui. Attendez, la deuxième partie de la question. La deuxième partie de la question, M. Foraz. Sur l'utilisation de tissus cadavériques, à des fins de recherche notamment. Potentiellement, oui, tout tissu sain, même voire pas sain, peut être utilisé. En France, de ce que j'en connais, je ne parle pas sur un plan juridique, mais pratique, ça se passe par ce qu'on appelle des CRB, c'est un nom de biobanque. Et il y a une organisation qui est faite par, en général, le centre hospitalier universitaire, où il y a une procédure à respecter pour avoir accès à ces cellules et ces tissus. Voilà. Alors, il y a 3 prises de parole ici. C'était juste par rapport à la réponse qui a été donnée à la première question. Si je suis donneur d'organes, je peux avoir une carte de donneur d'organes. Si je ne veux pas, juridiquement parlant, je fais comment ? En fait, moi, je m'étais interrogée sur la question justement du don. On a bien une carte d'organe, mais je m'étais renseignée, elle n'a aucune valeur juridique. Donc même si vous avez fait cette démarche de dire je suis toujours favorable, les médecins vont toujours demander à votre famille, même s'ils trouvent la carte. Et c'est la famille qui dira vraiment, en fait, c'est pour ça que le don ne marche pas forcément bien. Il y a justement une contradiction entre ce consentement présumé, cette carte de donneur, et après, on va toujours quand même demander à la famille, une fois que vous êtes en état cérébral de mort ou mort. Donc tout le monde vous dira que ça ne marche pas. Alors en 2 mots pour répondre. Très clairement, quand on ne veut pas, il faut s'inscrire sur un registre des refus qui est inconnu mais accessible. Voilà. Donc il faut aller sur le site de l'Agence de la biomédecine. Inconnu mais accessible. Voilà. Il faut aller sur le site de l'Agence de la biomédecine et vous trouverez tous les renseignements sur ce registre des refus.
Et une fois que vous êtes inscrit sur le registre des refus, c'est la première chose, quand vous êtes en état de mort cérébrale et que vos organes peuvent être prélevés, les médecins, la première chose qu'ils font, c'est interroger ce registre. S'ils vous trouvent dessus, tout s'arrête. S'ils ne vous trouvent pas, ils vont demander à votre famille son témoignage sur votre volonté. Ils vont demander à la famille si vous vous étiez opposé. Voilà. Mais effectivement, en pratique, ça ne va pas se passer comme ça. La famille va accepter ou pas. Mais la règle, c'est ça. Voilà. Alors, il y a Orlan, et puis il y a Laura Bossy-Régnier, et puis il y a Ruffo aussi qui veulent prendre la parole. Hein. Je voulais juste compléter l'information que vient de donner Nicolas Foraz et auquel on avait complètement échappé. Effectivement, il existe, beaucoup de gens le savent ici, des banques de données avec des cellules, avec des tissus, avec beaucoup de choses qu'on peut acheter par l'intermédiaire d'Internet, même si c'est uniquement de laboratoire à université, en fait qu'il y a effectivement une sorte de protocole. Et moi, j'en ai bénéficié puisque, en tant qu'artiste, j'ai voulu cultiver mes cellules avec d'autres cellules, des cellules de provenance d'autres origines et des cellules animales. Et j'ai tout à fait pu acheter ces cellules qui étaient, je dois dire, assez chères. C'est-à-dire que j'avais un budget très, très petit en tant qu'artiste pour travailler dans des laboratoires à l'université de Perth en Australie, qui est une université d'anatomie et de biologie, où des artistes qui s'appellent Symbiotica ont un laboratoire et où ils invitent des artistes en résidence. Donc je voudrais dire que c'est une chose absolument courante et qu'il y a plusieurs artistes en dehors de ma personne qui ont acheté, et donc assez cher, il faut avoir un bon budget, un certain nombre de cellules de mon choix. Voilà. Oui, alors donc c'est une pratique courante à l'étranger, mais pas en France. On a une loi française qu'on a donnée qui est contradictoire avec ce que vous dites. Mais tous les laboratoires fonctionnent comme ça. Toutes les universités font, par exemple, le truc le plus connu que moi j'ai découvert sur le tard et qui m'a vraiment fasciné, qui m'a vraiment interrogé par rapport au statut du corps dans la société, c'est effectivement les cellules ELA, et qui sont des cellules d'une femme noire cancéreuse dont on lui avait prélevé pendant son vivant ces cellules pour essayer de la guérir. Et ensuite, ces cellules, il y a eu beaucoup d'essais cliniques qui ont été faits dessus, et ça fonctionne très bien parce que ce sont des cellules cancéreuses, donc immortelles. Et moi, ce qui m'a vraiment fasciné, c'est que depuis, en fait, ces cellules sont des cellules comme des cellules de base qui sont vraiment dans le monde entier, qui continuent à être cultivées, et c'est comme une espèce de corps qui continue à se diffuser, à se propager, à augmenter, et à la fois géographiquement, historiquement, et c'est absolument incroyable. Donc ça, effectivement, nous donne des perspectives. Et ça nous aide peut-être à essayer de vivre un peu notre temps, parce qu'on est toujours quand même très très en arrière, parce que lorsqu'on n'est pas dans le milieu scientifique, on a beaucoup de mal à être informé et à atteindre les informations qui justement feraient peut-être des déclics pour essayer de penser autrement notre vie, notre corps, etc. Xavier Auret. C'est pareil, il faut aussi positionner le débat sur différentes choses. Les cellules ELA, c'est en effet un cas très intéressant, mais c'est un cas qui date des années 1950, pour lesquels il n'y avait aucune réglementation. Donc on a aussi la même histoire avec le cerveau d'Einstein, qui a été prélevé par la personne qui a fait l'autopsie, qui l'a coupé en lamelles, et après qui l'a offert à des amis ou pas. Et il y a encore des morceaux du cerveau d'Einstein qui se baladent. Ceci. Et donc voilà, ce sont des cas qui sont avant aussi une certaine réglementation sur ces éléments-là. Et après, il faut voir aussi que oui, les universités françaises ou les laboratoires français peuvent importer du matériel humain de l'étranger, mais il y a normalement une certaine procédure qu'on appelle d'équivalence des protections, qui ne permet pas d'importer une cellule souche si elle a été achetée. La seule exception, c'est pour le sang, les produits sanguins, où on accepte l'importation de produits sanguins, même si ce n'est pas un don du sang, mais une vente de sang. C'est la seule exception. Oui, je voudrais juste que les juristes poursuivent un tout petit peu ce raisonnement qui est intéressant. Vous aviez dit d'ailleurs qu'il faut distinguer entre les différents, ce qu'on appelait des déchets. Donc, ce sont par exemple
les cheveux qu'on coupe, les ongles, les fanères, etc., ou des choses qu'on jetterait, des cellules, des organes, des tissus, etc. Évidemment, ça n'a pas la même valeur symbolique et c'est traité différemment par la législation aussi. Le lait, par exemple, aussi est commercialisé depuis très longtemps, les cheveux aussi, le sang aussi. Donc, il y a beaucoup de produits du corps humain qui sont considérés comme des choses, en fait, depuis longtemps, des choses vendables même. Et par contre, il y a d'autres produits qui sont considérés comme des choses, mais peut-être des choses sacrées ou des choses de provenance humaine, pour lesquelles il n'y a pas vraiment de statut juridique. Donc, si vous pouvez mieux expliquer pour qu'on voit mieux la différence. Si je peux répondre, par exemple, sur le sang, ce qui est assez intéressant, il faut voir que le sang, avant la Seconde Guerre mondiale, était vendu. Et l'interdiction de la vente du sang, notamment en France, est venue d'une histoire de solidarité nationale pour les blessés de guerre. Et on disait, non, vous n'allez pas pouvoir vendre votre sang, c'est pour la défense de la patrie. Et on a conservé ensuite cette interdiction de vente du sang, notamment en France. D'autres pays où ça ne fonctionne pas comme ça. Je complète la question de Laura. Il y a une question aussi de vocable en fait, qui est utilisé, ou de sémantique. Et j'aimerais votre sentiment là-dessus. Ce qu'on a tendance à faire en France, que ce soit pour la recherche scientifique ou que ce soit pour les applications cliniques, on ne paye jamais les cellules. On paye la prestation de préparation, de conditionnement, de logistique, etc. Mais ça a un coût. On parlait du sang de cordon tout à l'heure, je peux vous dire, le tarif Sécu, un greffon qui est cédé à un établissement de santé, c'est 13 000 €. Mais ce n'est pas le greffon qu'on paye, c'est la prestation de préparation. Et dans la recherche scientifique, c'est ce qui se passe aussi. C'est pour ça que madame expliquait qu'elle avait pu avoir des cellules à l'extérieur. En France, vous pouvez tout à fait acheter des cellules, mais vous n'achetez jamais des cellules. C'est la préparation des cellules qui est rémunérée au CRB. Donc, Marcel Ruffo. Oui, moi je voudrais vous demander votre position sur une remarque des cliniciens. Il y a quelques années, j'ai été appelé par les chirurgiens qui prélèvent les organes à cause de leur difficulté de prélever les organes. Il faut savoir que lorsqu'un enfant, je parle en chirurgie infantile, lorsqu'un enfant est mort donc cliniquement, le chirurgien, sur le corps qui vient de s'arrêter, doit prélever les organes de cet enfant qui est mort. Et c'est pour les chirurgiens quelque chose de très difficile. D'arriver, d'ouvrir en deux le corps de l'enfant, de prendre le cœur, le rein. D'ailleurs, la rétine, les yeux ont une symbolique plus différente. Enfin, et c'est très différent. Et donc, après, on s'est intéressé, nous. Donc, on a d'abord accompagner les chirurgiens dans leurs difficultés de travail. Ça, c'est assez facile. Il suffit d'écouter leurs plaintes, etc. Puis après, leur fureur chirurgicale reprenait le dessus. Ils étaient heureux. Donc, pour les chirurgiens, donc c'était réglé. J'ai pas eu beaucoup de problèmes. Mais des personnages très, très importants, complètement mis sur le côté de la route, ça a été les parents d'honneur. Alors, on a fait... Parce que voilà quelque chose de très singulier dans la loi. L'anonymat du don d'organes pour les parents d'honneur. Il n'y a rien de plus difficile lorsque son enfant a été renversé par un chauffard alcoolique d'avoir la sorte de sentiment de solidarité, de dire j'accepte qu'on prélève les enfants, qu'on prélève les enfants, regardez, qu'on prélève, vous avez vu les lapsus, qu'on prélève les organes de mon enfant pour aider d'autres enfants. Et à ce moment-là, les hôpitaux, la loi, disent, mais bien sûr, le don est anonyme, il ne peut y avoir aucune correspondance entre les parents d'honneur et les enfants qui en ont bénéficié. Donc, nous sommes rentrés dans l'illégalité, comme d'habitude, et quand je fais des recherches. Et donc, j'ai demandé à une psychologue extraordinairement compétente, docteur en psychologie, psychanalyste, etc., vieille fille, enfin, toutes les qualités pour travailler, donc, d'aller à domicile chez les parents d'honneur dont on avait l'adresse, plusieurs années après le don d'organes de leurs enfants. Alors, on s'est aperçu quand même qu'on laisse sur le côté des sentiments pourtant très honorables, terriblement abandonnés au niveau de cet anonymat idiot du don d'organes. Un exemple. Attendez, je donne un exemple précis, et après, je dis que c'est idiot, vous verrez pourquoi je dis que c'est idiot. Une femme très sympa, de la région d'Avignon. Son fils, son mari est cultivateur, il rentre dans un truc d'épondage, il est broyé par la machine. L'enfant est sorti vivant, désincarcéré de cet abominable engin. Elle a peur d'aller voir son fils, elle a peur d'aller le voir, elle a peur d'aller voir son fils en réa. Finalement, il meurt, elle donne les organes. Depuis 10 ans, pratiquement toutes les nuits, elle rêve que son fils revient. Il apparaît dans son rêve et il lui dit « Maman, tu n'es pas venue me voir ?» Et elle lui répond « Mais tu ne peux plus revenir, tu n'as plus d'organes. » Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce vers quoi on entraîne les gens à cause de l'anonymat. Alors qu'est-ce qu'on a fait de manière tout à fait illégale dans l'hôpital où je travaille, en pleine illégalité, et je m'en fiche?
on envoie une carte postale avec un dessin signé par les enfants qui ont bénéficié du don d'organes avec leur prénom, bon sang. Et donc on envoie aux parents donneurs cette carte postale des enfants qui ont bénéficié du cœur, du foie, du rein de l'enfant disparu. Je suis en pleine illégalité et j'attends d'être condamné pour ça, histoire de relancer le débat. Qu'en pensez-vous? Xavier Aurel. Je pense que ça pose vraiment différentes questions. Il y a la question déjà du don d'organes et de la place du corps dans la société aujourd'hui, qui est assez particulière. L'anonymat, c'est une première question, c'est pour éviter tout ce qui est pression, et notamment pression de la dette derrière. Non, c'est quelque chose qui est vraiment très très important, parce qu'il existe des dons qui ne sont pas du tout anonymes, ce sont les dons entre vivants notamment. Et il y a une pression morale pour la personne qui reçoit face à la personne qui lui a donné. Elle a l'impression de lui redevoir quelque chose toujours. Donc déjà, l'anonymat, c'est aussi pour protéger le receveur par rapport à la personne qui a donné. C'est un premier élément, mais malheureusement, j'allais dire, il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des exceptions, il y a toujours des cas particuliers et des personnes qui, justement comme cette dame, vont attacher une symbolique très très forte au don d'organes. Mais est-ce que la loi a vocation aussi à gérer tous les cas particuliers? Ça, c'est autre chose. Attendez, on va vous donner le micro. C'est pas des données compatibles au niveau d'une leucémie. Et il doit donner sa moelle à son petit frère, dont il est jaloux. Et la greffe échoue, et le petit frère meurt. Le petit frère, donneur de moelle, pense qu'il a tué son frère par rivalité. C'est quotidien et non anonyme dans tous les hôpitaux français. Je crois que... C'est justement pour éviter ça qu'on fait l'anonymat aussi pour tous les autres. Mais non, l'anonymat est une imbécilité, comme l'anonymat du don de sperme et du don d'ovocytes, mais c'est un autre sujet. Moi, je ne suis pas sûr que l'anonymat soit une imbécilité. Si on prend cette question, effectivement, de l'anonymat du don de sperme, le fait que, par exemple, en France, il y a un anonymat du don de sperme, ça préserve évidemment ceux qui l'ont donné, et souvent ils l'ont donné dans un geste de générosité et de solidarité, d'éventuelles retombées, où bonjour papa, je viens de voir maintenant, j'ai 15 ans, et je voudrais que tu t'occupes de moi maintenant. Ben non, mais l'anonymat évite la chose. Si. Sur cette question-là, c'est pas la question du débat d'aujourd'hui, on en a déjà parlé, mais sur cette question spécifique, il faut bien différencier entre l'anonymat et l'affiliation. Mais on peut tout à fait concevoir en don de sperme quelque chose qui ne soit pas anonyme, mais qui ne permette pas l'affiliation. Je voudrais juste dire un tout petit mot sur le prix de la dette, parce qu'on voit très bien malgré tout qu'on a beaucoup de donneurs ou de donneuses d'ovocytes, par exemple, qui viennent parce que dans la famille, il y a eu un don d'organes qui s'est fait, ou parce qu'eux-mêmes ont bénéficié d'un don d'ovocytes ou d'un don de sperme, et donc ils veulent rembourser la dette. Et pour les dons d'ovocytes directs, il y a eu quand même quelques études qui se sont faites chez des patientes, en tout cas au départ, puisque c'est interdit en France le don d'ovocytes direct, mais c'est autorisé en Belgique, et les Belges n'aiment pas tellement ça, finalement. Il y a d'ailleurs beaucoup de Françaises qui le font et très peu de Belges. Mais il y a quand même une femme dans la famille, qui peut être une sœur, une amie, une cousine, qui a donné l'ovocyte, qui souvent est la marraine de l'enfant, avec une pression du couple qui a reçu cet ovocyte, qui est aussi très difficile à vivre. Donc je ne sais pas qui a raison, qui a tort. Je dis simplement qu'il y a quand même une dette au niveau du don, et que cette dette, elle est à vie, et elle est très difficile à porter. Sophie Dumas-Lavnac. Oui, et en fait, il y a deux phases, encore une fois, dans le don de gamètes. Il y a la phase du don donc de personnes à couple, j'ai envie de dire. Et là, l'anonymat est le même que dans tous les dons d'éléments et de produits du corps, c'est-à-dire qu'il faut protéger du poids de la dette. Ça, je suis parfaitement d'accord. Mais il y a le deuxième effet qui se coule de l'anonymat, qui est celui qui touche l'enfant une fois qu'il a 18 ans ou plus, et qu'il se pose des questions quant à ses origines. Et là, on lui oppose l'anonymat, alors qu'il a juste besoin de savoir d'où il vient. Et là, il n'y a pas forcément cette question du poids de la dette. C'est-à-dire qu'il faut différencier les parents, qui sont les receveurs, et l'enfant qui est né de ce don. Ce sont vraiment deux choses différentes. C'est une question très particulière au don de gamètes, qui n'existe pas dans les autres dons. Juste Nicolas Foraz. Je partage en grande partie l'opinion de Marcel Ruffo, mais pour venir un peu aussi au secours de Xavier sur la pression, c'était pendant ma thèse, c'était en 2001, je crois, un congrès en Grande-Bretagne internationale d'hématologie, où on a vu une étude
international présenté, je crois que c'était en Japon ou en Corée, où un chef d'entreprise d'un grand groupe avait mis la pression à tous ses cadres pour faire un test d'histocompatibilité au niveau de la moelle osseuse parce que sa fille avait une leucémie. Donc ils sont tous devenus un peu donneurs de moelle osseuse par contrainte. Et c'est vrai que là-dessus, je me rappelle plus si ils avaient trouvé un donneur. Et je profite juste de cette petite anecdote pour détendre un peu l'atmosphère et vous engager les gens dans l'audience. Je l'ai pas entendu hier, même de la directrice de l'agence de la biomédecine. Devenir donneur de moelle osseuse, ça prend 5 minutes. C'est 5 millilitres de votre sang, c'est pas une poche de sang, on vous prend 5 millilitres et on fait une cartographie génétique préliminaire de votre type, de votre identité, pour vous mettre sur un registre international et vous pouvez sauver la vie de quelqu'un. Donc si en sortant de tous ces débats, vous pouvez faire au moins une chose, vous n'êtes pas obligé, moi je le suis, je trouve que c'est une bonne chose à faire, profitez de ces débats pour ensuite vous inscrire sur ce registre international, ça prend 5 minutes. Israël Nizan. Moi, je voudrais faire un commentaire pour séparer d'un côté les gamètes et de l'autre côté les organes. Parce qu'à titre personnel, je suis assez favorable à ce qu'on abandonne l'anonymat pour les dons de gamètes, alors que pour les dons d'organes, je trouve que ça protège donneur et receveur. Il m'est arrivé de voir des receveurs qui souhaitaient un rein, mais un rein d'un blanc. Et des gens qui disaient « je ne veux pas que mes organes aillent à des gens qui sont hors de notre pays ou de notre ethnie ou de notre religion. » Et donc cette manière de faire partie de l'humanité globale et de considérer que les organes peuvent sauver une vie de quelqu'un qui n'a pas la même peau ou pas la même religion que moi est possible par l'anonymat. Et je peux comprendre ta remarque sur l'enfant et sur les parents de l'enfant, mais il y a une contre-remarque. Est-ce que les parents risqueraient pas de faire une fixette sur l'enfant qui vit grâce au cœur de leur donneur et d'avoir des troubles psychologiques que tu connais bien? Vous connaissez mon excès de langage. Quand je dis quelque chose, c'est pour provoquer la discussion et je ne suis pas sûr d'avoir raison dans ce que je dis. Donc j'accepte tout à fait les critiques. Deux choses quand même. Emmanuel Vitria, 25 ans, greffé du cœur, allait voir régulièrement les parents du garçon qui s'était tué en vélomoteur qui lui avait donné. Il n'y a pas eu de trouble particulier dans la rencontre d'Emmanuel Vitria. J'avais accompagné Emmanuel Vitria. Deuxièmement, sur ce que tu dis, une sorte de racisme d'arrivée des organes. Deux exemples. Un exemple clinique et un exemple très, très amusant, mais un peu particulier. Un garçon qui a deux garçons greffés du cœur, dont un homosexuel. Et quand je le vois, il est furieux. Il me dit, je suis sûr qu'ils ont greffé un cœur de femme. Est-ce que les organes ont un sexe? Non, mais attends, ça paraît curieux, mais ça, parmi les représentations, et je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. Après ça, on m'appelle en réa pour un adolescent greffé aussi du cœur qui fait une myocardite, qui part dans le coma et qui se réveille alors qu'il était en bonne santé avec une myocardite cardiaque, qui se retrouve en réanimation greffé. Je ne sais pas si tu te rends compte de l'aspect confusionnel d'un gosse de 16 ans qui part dans le coma et qui se retrouve avec une greffe cardiaque. Et il casse tout, il enlève les perfs, et donc on me demande d'aller le voir. Quand je rentre, je me présente. Il me dit, tu viens me voir pourquoi? Je dis, je suis pédopsychiatre. Il me dit, il ne manque plus que toi. Donc déjà, le côté sympathique, tu vois. Alors je dis, écoute, alors comme on est à Marseille, je lui dis, et pourquoi? Je viens te voir parce qu'on m'a dit que tu étais fada. Donc on m'a dit que j'étais fou. Donc je viens te voir parce que je suis pédopsychiatre, je viens voir un fou en réa. Moi, ton cœur, je m'en fiche. Ce qui compte, c'est que tu es fada. Alors il rit. Il me dit, t'es curieux, toi? Je dis, non, je suis psychiatre. Donc bon. Et donc, alors ce moment, il me dit, mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit que je faisais? Ils m'ont dit que j'arrachais les perfusions. Ouais, ça fait mal, ça gonfle, je sonne, et elles me changent pas les perfusions. Critique banale de tous les gens qui ont une perfusion. Mais il me dit un truc beaucoup plus intéressant. Je lui dis, on m'a dit aussi que tu avais des attitudes d'écoute, que tu écoutais dans la cloison comme si quelqu'un te parlait. C'est pour ça qu'on m'a demandé de venir. Écoute la réponse. Il me dit, il éclate de rire, alors comme s'il était vraiment fou. Alors je dis, explique-moi, je comprends pas. Il me dit, mais ils comprennent pas, tes camarades, écoute bien, que j'écoute le cœur de l'autre. C'est-à-dire, dans l'incorporation de l'organe greffé, il n'y a pas que de l'organe, du biologique et du juridique. Il y a aussi la représentation et l'incorporation psychique d'accepter le don d'autrui, alors que n'importe qui dirait « j'écoute le cœur de l'autre », c'est un schizophrène. Alors que là, c'est un gosse qui a une myocardite, qui fait un coma, qui sort... C'est pour ça que honnêtement, moi, les éléments identifiants
qu'on m'aurait dit, tiens, ce cœur vient de telle personne qui est tombée en vélomoteur, qui avait ton âge, etc., qui était un gosse sympa, ça m'aurait aidé. C'est là où je voudrais que, dans l'aménagement de la loi sur l'anonymat du don d'organes, il y ait des ponts et des passerelles pour mieux comprendre. C'est tout. Après mes excès de langage, je suis d'accord que les provocations, c'est idiot, etc., c'est du marseillais, donc d'une formulation un peu particulière. Bien. D'autres questions, point de vue? Madame. Moi, je voulais juste signaler une petite anecdote. Il y a une quinzaine d'années, j'avais rencontré une femme qui m'avait parlé du décès de son fils adulte, mort d'un accident de moto, qui avait donné tout son corps à la science et dont on avait prélevé absolument tout, ce qui fait que la famille n'avait absolument plus rien pour faire son deuil, plus le moindre morceau de quoi que ce soit, et ils vivaient ça longtemps après comme un drame épouvantable. Oui, bien sûr. Amélie Favreau. Amélie Qui répond. La plus avertie, je pense que Sophie. Alors, le don de corps à la science, c'est une autre procédure, en fait. C'est différent du don d'éléments et de produits du corps dont on a déjà parlé. C'est quelque chose de beaucoup plus ancien, c'est quelque chose de beaucoup moins réglementé aussi. En fait, ça se fait sous la forme du testament. Et la personne décide, de son vivant, de donner à tel ou tel établissement, donc généralement un CHU, une école d'anatomie, son corps. Et là, le corps va être utilisé à des fins d'enseignement, à des fins de recherche. Et effectivement, la famille ne récupère rien. Généralement, il y a comme une incinération et un endroit où on peut lui dire où ont été répandues les cendres. Mais ça n'est pas systématique. Chaque école d'anatomie a sa propre politique, j'ai envie de dire, ses propres pratiques. Je suis étudiante infirmière et en stage, j'ai déjà eu des personnes, en chirurgie notamment, des personnes qui voulaient récupérer des morceaux de leur corps, qui avaient, surtout pour les enfants, des dents, des prépuces pour des raisons rituelles. Je voulais poser la question aux juristes. Parce que moi, ça m'avait pas mal perturbée. On m'a dit que je devais refuser ce genre de demande. Quel est le cadre juridique pour les personnes qui demandent comme ça à récupérer, que ce soit un prépuce pour des raisons rituelles ou des dents pour des enfants, pour la petite souris? Qu'est-ce qu'on doit répondre? Malheureusement, il n'y a pas une réponse légale précise. Le principe de dire on ne doit pas redonner, c'est a priori, il y a la non-patrimonialité, mais c'est aussi pour des raisons sanitaires. C'est pour éviter si l'élément du corps se désagrège, etc., ça peut entraîner certaines maladies. Voilà. Il y a une histoire comme ça assez intéressante qui s'est passée en France. C'était un prisonnier qui s'était coupé un doigt, qu'il avait envoyé au ministre de la Justice pour contester ses conditions de détention. Et après, son doigt avait été mis dans du formol et il avait voulu le récupérer. Et ça a posé des gros problèmes, et de savoir, est-ce qu'on peut, comme ça, récupérer cet élément-là? On a fini par dire, oui, vous pouvez le récupérer, mais pas tant que vous êtes dans la prison. À votre sortie. Oui, allons-y. On a du mal, voilà. Oui, bonjour, monsieur Louis Boucher, je suis membre du CCP Est 4 à Strasbourg. Je voudrais revenir donc à la recherche biomédicale. En sachant que quand on est membre d'un CPP, on se pose beaucoup de problèmes éthiques. Le CPP, comité de protection des personnes. Des personnes sur les études biomédicales sur l'être humain. Donc ça nous pose beaucoup de problèmes éthiques quand on a des questions justement pour les collections. Où vont les produits, où vont être stockés les produits. Et des fois, effectivement, les débats sont assez longs. Mais là, je me pose une autre question. J'ai entendu parler qu'il y a plusieurs problèmes de consentement, apparemment. Et là, je me pose la question, si au niveau de l'Europe, on venait à créer des biobanques, est-ce que le droit européen pourrait être mis à notre niveau, au niveau des CPP, en l'occurrence, se mettre au niveau du droit français? Parce que nous, ça va nous poser des problèmes. Ce que je vous disais tout à l'heure pour le droit de l'Union, qui est juridiquement contraignant puisqu'il y a des législations. Je vous ai dit, en fait, la seule limite, c'est que sur tout ce qui est question éthique et donc utilisation du sang, des cellules souches, en fait, ça reste de la compétence des États. Donc, en gros, l'Union européenne a une position de principe, mais elle ne peut pas contraindre un État qui a une législation plus stricte de l'interdire. Donc, pour l'instant, ce n'est pas possible au niveau français. Même si on pourrait le prévoir, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord au niveau des 27 États membres.
Alors, on a encore... Si je puis juste dire une chose, effectivement, au niveau de l'Union européenne, il n'y a pas de compétences en matière d'éthique. Cela étant, il y a la réflexion menée au Conseil de l'Europe avec des instruments juridiques internationaux qui reflètent des consensus au niveau international et qui couvrent cette problématique du consentement. Et la France, en l'occurrence, a ratifié, donc s'est engagée au niveau international à mettre en œuvre les principes de la Convention d'Oviedo. Toutefois, il est vrai que ces principes sont des principes qui peuvent être généraux dans certains cas, et il y a des particularités qui respectent aussi les circonstances nationales qui peuvent être d'origine culturelle ou d'autres aspects. Mais globalement, des principes généraux sur la question du consentement libre et éclairé font consensus au niveau international. Alors, on a juste... oui, parce qu'en fait, le lycée, il y a plusieurs ambassadeurs de lycée et chaque lycée envoie par séance un ambassadeur pour poser sa question. Et là, en l'occurrence, lycée Montaigne à Mulhouse qui est là. Alors, laquelle parmi vous? Oh, pardon. Donc bonjour, je m'appelle Myriam et je suis en terminale ES donc au lycée Montaigne à Mulhouse et j'ai une question sur les organes vitaux artificiels et je voudrais savoir si un jour ce serait possible d'envisager qu'on puisse créer des organes vitaux artificiels. Est-ce qu'un jour la création d'organes vitaux artificiels devienne banale ou facilitée au point qu'on puisse mettre de côté le don d'organes? Nicolas Foraz. Moi, je veux bien vous répondre là-dessus, parce qu'en plus, nous y travaillons. Alors, il faut définir organes vitaux, mais je ne suis pas spécialiste de ça. Non, mais en revanche, je donne un exemple sur le foie, c'est assez... Enfin, je trouve, moi, que c'est intéressant. Ce qu'on appelle, ça existe déjà, en fait, ce qu'on appelle les foies extracorporels. Donc, vous avez plusieurs technologies qui existent. Vous avez une technologie qui est très physico-chimique, où, en fait, vous allez utiliser une sorte de filtre plus ou moins élaborés, qui vous permettent de filtrer les toxines, par exemple, suite à une intoxication. On va en prendre une assez commune en pédiatrie, notamment, l'intoxication au paracétamol. Donc un enfant, il est en crise hépatique aiguë, donc vraiment une souffrance au niveau du foie, et il est possible de détoxifier un petit peu ce foie, un peu comme on fait avec une dialyse au niveau des reins, avec un foie extracorporel qui est physico-chimique. Puis les technologies ont évolué dans les années 90, les années 2000 surtout, où on a pu avoir des systèmes plus élaborés, notamment en Allemagne, à Berlin, l'hôpital de la Charité. Ils ont développé des systèmes où vous pouviez mettre le composant primaire du foie, qui est l'hépatocyte, c'est la cellule qui détoxifie, métabolise les toxines. Et vous pouviez rajouter des lignées cancéreuses dont on se sert en recherche, ou rajouter des cellules de foie cadavériques, pourquoi pas, ça c'était l'objectif. Le seul problème, c'est quand on dissocie un foie en cellules, les cellules fonctionnelles, les hépatocytes, sont très peu stables et se mettent à plus fonctionner. Donc c'est une vraie problématique. Il y a eu des essais au Mexique et aux États-Unis où on est passé sur des hépatocytes porcins, c'est-à-dire on a ce filtre chimique et puis on rajoute du biologique pour rajouter ce que notre foie fait normalement et très bien tous les jours. Et malheureusement, pour des problèmes sanitaires, c'est pas forcément évident, en tout cas, d'homologuer ces technologies aujourd'hui, même s'il y a eu des essais cliniques aux États-Unis. Et puis je terminerai avec ce qu'est l'avenir. On en a parlé un petit peu hier dans d'autres débats. La thérapie cellulaire, ça peut être à la fois de fabriquer une masse significative, par exemple, de foie à partir de cellules souches d'un patient ou d'un donneur, et de lui implanter au niveau du foie, ou alors d'utiliser ces foies extracorporels avec des petites cartouches de foie. Et par exemple, dans notre laboratoire, nous, on a réussi à faire des cellules qui ressemblent aux hépatocytes et qui arrivent, en tout cas en partie, à déjà détoxifier un petit peu le sang. On essaie de travailler maintenant avec des ingénieurs, des chimistes, des physiciens pour les assembler. On n'y est pas encore, mais en tout cas, c'est un objectif. Le foie est assez intéressant en tant qu'organe pour la raison suivante. Un patient qui est en choc hépatique aigu, qui est au bord de la mort, pour lequel on ne trouve pas un organe justement à le transplanter, pour le transplanter, 70% des patients ne trouvent pas d'organe au niveau du foie pour être transplanté, eh bien, si on améliore de 5% la fonction du foie, eh bien, on peut lui sauver la vie. Ça ne veut pas dire que ses problèmes sont résolus, mais ça permet d'éviter la mort. Donc ces stratégies artificielles et extracorporelles permettraient en tout cas soit de gagner du temps et éventuellement de maintenir le patient. 2 mots pour dire que sur le cœur, c'est très avancé, c'est une pompe, mais il y a des choses dont on ne parle même plus, mais qui sont des vrais remplacements d'organes. C'est les prothèses de hanches, prothèses de genoux, et donc il y a un certain nombre d'organes où l'artificiel
va supplanter complètement le don d'organes. Il n'est pas exclu qu'on puisse dire qu'en particulier pour le cœur, la greffe de cœur a peu d'espoir dans l'avenir parce qu'on va trouver de meilleures solutions. Une dernière prise de parole et je vous convie tous à partir de 16h à Suis-je un corps, suis-je mon corps, et après à 18h Mon corps et mon image avec des très grandes prises de parole. Et je crois qu'on va laisser et je remercie Antoine Spire d'avoir dirigé avec une aussi grande maîtrise. Un grand merci.